La France est au bord de l'effondrement. La France n'a plus d'avenir. La France est endettée. La France est foutue. Il faut quitter la France. Tout de suite. Maintenant. Ce discours, il est devenu non pas la norme, mais presque, du côté d'une bonne partie de la population française. Un discours auquel j'ai adhéré pendant très longtemps, il y a très longtemps. En effet, il y a environ 10 ans, j'étais convaincu que la France allait partir en fumée, qu'elle allait partir en sucette, dans une guerre civile, dans un effondrement total, que la France allait être bradée, pour que dalle à des pays étrangers. J'étais convaincu il y a 10 ans, et un peu plus, que notre avenir était scellé, que tout était foutu, qu'il n'y avait plus aucun espoir. J'ai ruminé ça pendant des années, et c'est même ce qui m'a poussé à partir de France, car je suis parti, je me suis expatrié il y a quelques années, et j'ai fini par revenir. Mais, attention, je suis revenu, je précise tout de suite, pour des questions de choix. Pas parce que j'étais obligé, je suis revenu tout simplement parce que j'ai eu du recul j'ai pris du recul sur ma vision des choses, sur ma vision du monde, et surtout sur la vision de la France. Et ça, je voulais vous en parler. Je ne vais pas vous faire un simple retour d'expérience, je vais parler brièvement de mon parcours, mais ce sera vraiment très bref. L'important, c'est le collectif, c'est nous tous, car si vous regardez cette vidéo, c'est avant tout pour ça. Ce qui nous intéresse, c'est le nous, c'est tout cet ensemble, qu'importe votre génération, vous êtes naturellement préoccupé par votre avenir et indirectement l'avenir des autres, car nous sommes tous concernés, que vous le vouliez ou non. Qu'importe votre âge, qu'importe votre origine, qu'importe votre classe sociale, nous sommes quasiment tous dans le même bain et nous le serons de plus en plus dans les années qui viennent. Et ça, qu'importe le lieu où vous vous trouverez. En tout cas, ce discours défaitiste, effrayant, terrifiant comme quoi la France est finie, je commence à en avoir marre. Ça fait des mois et des mois que je suis littéralement harcelé par des vidéos qui pop sur mon fil YouTube alors que pourtant je ne m'intéresse plus à ce type de contenu. Ça fait longtemps que je suis passé à autre chose, ça fait longtemps que j'ai changé de vision du monde, et donc j'ai arrêté de consommer des vidéos de politique, ce genre de choses. Maintenant, je suis plus dans le constructif, plus dans le... je suis dans autre chose maintenant, j'ai complètement vrillé du point de vue psychologique, je me suis coupé de l'actualité, enfin du moins en partie, je m'intéresse à l'actu régionale, un petit peu ce qui se passe à échelle nationale et internationale à la marge, vraiment juste un tout petit peu, un petit chouïa, mais voilà, pour ma santé mentale, j'ai décidé de m'éloigner le plus possible de la politique pour me focus sur le concret, le plus important, donc à savoir mon entourage, ma communauté, ma petite vie tout simplement, mon avenir et surtout notre avenir général, parce que encore une fois je le dis, c'est bien beau de penser à soi, mais il faut aussi penser aux autres, et ça, j'aimerais remettre cette vision à la mode, car j'ai bien l'impression que l'individualisme a pris beaucoup trop de poids dans notre société. Alors après, je ne dis pas que tout est mauvais dans l'individualisme, et nous sommes tous individualistes dans notre genre, c'est normal, mais j'aimerais, mettre un petit peu le haut là par rapport à cette vision, parce que cette vision est relativement mortifère, et surtout contre-productive. Mais ça, je vais en reparler au fur et à mesure, parce que je reviens à ça, depuis quelques mois, je vois sur mon fil d'actu, ça pop de partout, des vidéos de jeunes expatriés, de jeunes youtubeurs, de jeunes vidéastes, qui nous expliquent qu'il faut quitter la France, qu'il faut partir, qu'il faut s'expatrier. Généralement d'ailleurs dans des pays du tiers-monde, j'en connais pas beaucoup qui vont partir au Japon, en Corée, au Qatar, aux États-Unis, à part ceux qui ont plus de fric, et généralement du fric acquis grâce aux Français, hein, parce que je vois que la plupart de ceux qui s'expatrient, genre dans des pays style Andorre, Suisse, Monaco, quand il y en a, Dubaï, des pays comme ça, des villes comme ça, et bien généralement, ces gens-là qui s'expatrient et qui parlent de chaos, qui parlent d'effondrement total, généralement, 90% de leur économie et de leur business, ça vient de la France, ça vient pas de l'endroit où ils se trouvent. Leur capitalisation vient de leur chaîne YouTube, de leur programme, de leur business, de leur site. Les mecs, d'un côté, vous parlent de destruction de la France, que c'est foutu, qu'il n'y a plus d'argent, tout ça, mais en même temps, le gros de leur fric vient du pays qu'ils sont en train de flinguer non-stop, à tous les niveaux, parce que quand j'en écoute certains, la France, c'est l'enfer sur Terre. J'aimerais qu'on dose un petit peu, parce que cette vision est complètement fausse, et tout ça changera, car je suis un optimiste de nature, enfin j'ai toujours été optimiste, même si j'ai eu des moments où j'avais des débats, mais j'ai toujours gardé cette petite flamme. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre choix que d'entretenir cette flamme si je veux aller de l'avant. Et quand je fais le bilan, quand je prends du recul par rapport à l'état de la France, et surtout l'état du monde en général, chose que les Français ont du mal à faire, ils ont du mal à voir l'état général du monde, eh bien on s'aperçoit que la France en réalité, c'est pas si mal, et je suis convaincu que ça va s'améliorer avec le temps, que, en réalité, nous arrivons progressivement
vers un nouvel âge d'or. Et je sais que certains vont bondir quand je vais dire ça, enfin, à m'entendre dire ça, mais cet âge d'or, il ne se fera pas par miracle, il faudra que vous participiez à tout ça, parce que, malheureusement, je pense qu'une bonne partie des influenceurs et du mood général dans lequel on vit nous a un petit peu désensibilisés et déresponsabilisés, justement, par rapport à ce qui nous attend. Et ça, je voulais vous en parler. Alors donc, c'est une vidéo en mode impro, j'ai pris quand même quelques notes. Alors je vais je voulais pas faire une vidéo trop travaillée avec du montage, tout ça avec un ton trop sérieux. Vous en avez déjà vu assez comme ça, quoi. Des gars qui parlent en mode, qui parlent avec un prompt, où ils se filment avec un ton dramatique. Non, non, attendez, moi je suis pas du tout dans ce mood-là. Je suis trop, en fait, je suis trop enthousiaste et trop excité par rapport à l'avenir que j'arrive pas à être trop sérieux. Je suis sérieux, mais en même temps, j'ai envie d'apporter ce petit truc, cette petite flamme, j'aimerais bien vous la partager, parce que, je sais ce que c'est que de voir le monde de façon déprimante, de voir aucun avenir, de voir aucune lumière au bout du tunnel, car j'ai été là-dedans pendant une bonne dizaine d'années, j'ai été enfermé dans cette boucle infernale, et je le souhaite à personne, parce que j'ai perdu du temps, j'ai perdu plus de 10 ans de ma vie à écouter des conneries, à être constamment au taquet par rapport aux infos, par rapport à bon nombre d'actus toxiques qui m'ont tiré vers le bas, et j'ai bien l'impression que pour une bonne partie d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de passer par ce quoi je suis passé, et je ne peux pas supporter ça. Je le vois autour de moi, je vois plein de gens, plein de jeunes, aussi bien d'ailleurs du côté des meufs que des gars, j'en vois plein qui sont en train d'adhérer à une vision qui est relativement défaitiste, déprimante et toxique, c'est pas possible de se projeter positivement dans l'avenir avec ce genre de vision. Et ça, justement, j'aimerais en finir. Je veux en finir avec ça. Alors je ne dis pas que le gros des influenceurs qui vous vendent l'expatriation, je ne vais pas dire qu'ils ont tort, pas du tout. Moi-même, je me suis expatrié vers 2020, au moment du coco, et je suis revenu. Mais je suis revenu non pas par nécessité, je suis revenu par nécessité sociale. Je voulais revoir des gens, je voulais revoir des Français, et je voulais être proche de ma communauté. Sinon, j'aurais très bien pu rester où j'étais, quasiment logé, blanchi, nourri pour que dalle, j'habitais chez ma copine, j'étais très bien, elle était proprio, j'aurais pu me la couler douce. Sincèrement, j'aurais pu être très bien, j'étais très bien d'ailleurs, et ça me manque un petit peu par certains aspects, j'avais pas du tout à me plaindre, j'aurais pu avoir tout ce que je voulais, mais j'avais ce besoin de revenir parce que j'avais le sentiment de passer à côté de quelque chose, et je trouvais ça dans un sens pas tellement moral de parler de cinéma, de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne. Alors je parle également d'internet, de séries, vous me connaissez pour ceux qui me regardent. D'ailleurs, ceux qui me regardent là tout de suite, là, ceux qui ont l'habitude, hein, vous là, ceux qui ont l'habitude de me regarder, les abonnés fidèles, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je le demande jamais, mais faites-le parce qu'en ce moment, l'algorithme est un petit peu en train de nous descendre. Au début, je pensais que c'était un peu, une question de saison, etc. Mais finalement, c'est vrai. A priori, on est tous en train de plus ou moins de se faire, notre algorithme YouTube est en train de déconner. Et puis en ce moment, je suis en plein dedans, je suis en pleine descente. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo ou au moins apporter le petit boost. Cette nouveauté, je sais même pas ce que c'est. Bon, voilà, je fais ça sur les YouTubeurs que j'aime bien. J'envoie un petit coup de boost. Ça coûte rien. C'est sur smartphone, par contre, que ça se fait, pas sur ordinateur. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, commentez, likez, donnez votre avis, parce que oui, je fais des vidéos sur le ciné et les séries, mais je parle également d'internet, et naturellement, c'est là ce dont je vais parler, c'est en lien avec l'internet général, car tout se passe maintenant sur internet, quand je dis tout, c'est quasiment tout en réalité, et ça va être de plus en plus le cas, enfin de plus en plus, il va y avoir, je vais en parler, parce que j'estime que les années qui vont venir vont nous forcer à redevenir, à devenir communautariste, plus proche des autres. J'ai l'impression que le règne de l'individualisme est un peu sur la fin, et tant mieux. Je crois que, je vois bien que les zoomers sont beaucoup moins individualistes que les millennials et que les générations précédentes. C'est une autre, surtout les millennials, c'est une autre approche, une autre vision, et je suis convaincu, moi je suis optimiste pour l'avenir, hein, je vous le dis franchement, et c'est pas de la folie, c'est pas une sécurité mentale, c'est vraiment parce que je le pense et parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut être positif pour avancer. Vous n'avancez jamais quand vous êtes négatif, et je sais de quoi je parle, et donc je voulais revenir vite fait à ça. Je vois que, bref, merci à ceux et celles qui me partageront, mais je constate que beaucoup de jeunes et moins jeunes, de gens âgés entre 30, ouais finalement c'est pas tant des jeunes en réalité, entre 30 et 45 ans, ils voient la vie en noir, et la vision qu'ils ont, c'est celle que j'avais il y a 10 ans, à savoir, non mais c'est foutu, la politique c'est mort, le marché de l'emploi c'est mort, on n'a aucun espoir, l'économie c'est une catastrophe, et tous ces gens-là adhèrent à cette vision, 10 ans après, moi et tant d'autres, parce qu'on était un petit peu les avant-gardistes il y a 10 ans,
10-15 ans par rapport à notre vision pessimiste de la vie, et tous ceux justement à qui j'en parlais il y a 10 ans, ils étaient mais non mais tu racontes des conneries, c'est n'importe quoi, tout va bien, et maintenant c'est l'inverse, moi je pense de façon positive, et eux sont en mode non mais c'est foutu, etc. Donc je pense que c'est aussi un cheminement naturel, beaucoup ont cette vision négative à l'heure actuelle, justement pour potentiellement, vous savez, c'est quand vous descendez, au bout d'un moment, il faut rebondir, quoi. Et je pense que beaucoup doivent quelque part passer par cette étape de vie où on voit le monde un petit peu en noir pour, bim, toucher le fond et remonter. Quoi qu'il en soit, j'aimerais, si possible, éviter ça à certains pour qu'on puisse gagner du temps, parce que, encore une fois, je le dis, j'ai perdu du temps, j'ai perdu 10 ans de ma vie à consommer de l'actu par intraveineuse, non-stop, j'ai littéralement pourri mon entourage avec ça, j'ai pourri mon avenir, j'ai condamné mon avenir, étant donné que j'ai perdu énormément de temps, je n'avais aucun espoir dans l'avenir, donc c'est pour ça que je prenais tous les petits boulots qu'il y avait, je me suis même pas formé, je me suis même pas préparé à l'avenir, j'ai perdu beaucoup de temps. Et je voudrais épargner ça aux jeunes et aux moins jeunes, parce que bon, c'est pas parce que vous avez un âge avancé que vous n'avez pas d'avenir, c'est même tout le contraire, et bien, avec l'évolution de la médecine et les progrès qu'il y a, on va être amené à vivre de plus en plus longtemps, et dans des conditions... je sais que ça peut porter malheur de dire ça, donc c'est pour ça que je ne parle pas à titre personnel, je parle à titre collectif, et bref, il y a tellement de choses à dire, tellement, mais c'est passionnant, et là pour le coup, je suis convaincu que mon avis sur cette question, sur cette approche du monde, elle est assez minoritaire pour l'instant, et j'espère qu'elle deviendra, on va dire, mainstream, parce qu'il est temps de sortir de ce mood défaitiste, déprimant, parce que ça n'apporte rien. J'en ai assez de voir des influenceurs expatriés à Los Angeles, non, peut-être pas Los Angeles, mais genre... États-Unis, Dubaï, comment dire, Andorre, ou alors des pays du tiers-monde. Ces mecs-là vous vendent l'expatriation dans des pays où, comment dire, ils ont de l'argent grâce aux Français, grâce au fric qu'ils touchent de leurs abonnés, et ils se permettent de faire de jouer les millionnaires dans des pays où le coût de la vie du niveau d'un pays du tiers-monde, quoi. Donc les mecs, ils arrivent avec leur économie, ils flinguent l'économie locale, justement, en créant un déséquilibre, comme certains le font d'ailleurs en France, hein. J'avais vu un documentaire qui m'avait choqué, où une Parisienne se barrait vivre à Madrid, et vous la voyez face à la caméra, « Oh mais c'est très bien ici, ça coûte beaucoup moins cher qu'à Paris, donc je peux avoir un appartement pour beaucoup moins cher, etc. » Et elle ne voyait que sa vision à elle. Elle pensait pas aux locaux qui eux justement déjà galèrent pour boucler les fins de mois. Je veux dire, ces gens-là voient des Parisiens débarquer avec leur train de vie, avec leur économie, et ça c'est un bouleversement total pour eux, quoi, pour les locaux. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ceux qui s'expatrient dans les pays du tiers-monde, parce que les mecs parlent avec leur vision d'occidental, et avec leur économie également, et ils se rendent pas compte qu'ils font énormément de mal, ils causent énormément de mal aux locaux. Ils arrangent les proprios, quelques mecs qui sont dans le business, mais les gens de la vie quotidienne, eux, ils l'ont dans le baba, et ça, je trouve ça assez immoral, et donc voilà, c'est quelque chose que je voulais dire, mais ça... C'est encore autre chose, c'est en périphérie, je reprends mes petites notes, parce que, voilà, c'est facile pour ces gens-là, ces influenceurs, de nous expliquer qu'il faut s'expatrier quand eux ont réussi, notamment grâce aux Français qui les suivent. Soi-disant les Français qui n'ont plus d'argent, tout ça, les Français n'ont plus d'argent, mais ils sont bien contents quand même de leur piquer leur économie et leur pognon, quoi. Bon, en soi, ils ne les volent pas, les gens donnent leur argent de façon de bonne foi, mais je trouve ça assez malhonnête, dans un sens de vendre un effondrement total, tout en même temps, tout en prenant un max de fric au pays qu'ils sont en train de clasher, sur lequel ils crachent, parce qu'en réalité c'est ça. S'ils aimaient vraiment leur pays, ils ne le quitteraient pas. Je suis désolé, mais je ne comprends pas comment on peut... Parce que je vois ça chez beaucoup d'influenceurs qui sont expatriés. Les mecs aiment la France, mais ils sont partis. Faut m'expliquer. Il y a un moment, faut être cohérent, les gars. Et je ne dis pas ça de façon méprisante. Mais par exemple, quand je me suis expatrié, quand j'étais en Bulgarie, j'ai quasiment coupé les ponts avec la France. J'arrêtais de consommer des vidéos françaises, j'arrêtais de regarder de l'actualité, je m'y intéressais le moins possible. D'ailleurs, ça m'a peut-être un petit peu aidé à sortir de tout ça, à me désintoxiquer, parce que c'est pareil. C'est pas parce que, que les expatriés exagèrent un petit peu que je ne recommande pas aux jeunes de s'expatrier. Mais ça, j'en reparlerai, parce que j'encourage... Attention, je sais ce que certains vont dire, attends, tu te contredis. Non, non, du tout. Moi, j'encourage les jeunes à partir de France pendant quelques temps. Qu'ils voyagent un petit peu, qu'ils aillent en Angleterre, en Australie, en Europe de l'Est, qu'ils voyagent un petit peu en Amérique du Sud, pour voir comment ça se passe ailleurs. Si ça leur convient, très bien, mais c'est une bonne expérience. C'est pas que pour eux, parce que il n'y a pas que l'argent dans la vie, les gars, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi l'expérience. Et les jeunes ont besoin d'expérience, ils ont besoin de se créer des souvenirs. Et c'est vrai qu'en France, pour ça, c'est compliqué, car la France, c'est un pays globalement, c'est vrai, où on s'emmerde. Un peu moins maintenant, j'ai remarqué par rapport à il y a 10 ans, parce qu'il y a de plus en plus de... Je vois ne serait-ce que dans ma ville c'était quasiment une ville morte il y a 10 ans, et là maintenant, je vois il y a énormément de festivals, énormément d'activités. Alors, je pense que
je pense pas que ma ville soit exclusive, je suis convaincu que c'est partout, c'est pareil dans pas mal de villes. Je vois qu'il y a un gros progrès à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est dû en partie à l'apport de la nouvelle génération, enfin surtout les zoomers, qui ont une vision beaucoup plus fun de l'existence. J'ai l'impression. Parce que moi, de mon côté, les millennials, voilà, ouais, on a de gros fêtards, mais on a aussi pas mal de monde qui sont un petit peu, voilà, qui aiment bien leur petit cocon, qui aiment bien leur petite zone de confort, et qui n'ont pas la niaque qu'ont certains zoomers. Et je sais que certains vont pas être d'accord avec ça, mais dernièrement, j'ai fréquenté assez de zoomers pour voir leur vision, pour voir comment ils pensent, et je vois une grosse différence entre eux et ceux de ma génération. Mais bon, c'est encore autre chose. En tout cas, je trouve ça assez de mauvaise foi. Je trouve que c'est assez, comment dire, assez... Il y a pas mal de mauvaise foi du côté de ces influenceurs et ces expatriés. Parce que, et encore une fois, je les critique pas, je parle de ceux, attention, qui ont réussi, hein, ceux qui sont fait un max de blé et qui sont partis vivre leur best life dans des paradis fiscaux ou des trucs comme ça, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, c'est pas le problème, mais qui ne viennent pas nous expliquer que la France est foutue, parce que la plupart des gens, contrairement à eux, ils n'ont pas 50 ou 100 000 balles pour se barrer. Ils ont leur famille, ils ont leur vie, ils ont leur héritage, quand je dis héritage, je parle de plein de choses, hein. Ça englobe la famille, ça englobe le patrimoine, ça englobe tout en réalité. Et comment dire, tout le monde n'a pas le luxe ni l'envie de se barrer. Alors, beaucoup ont envie de se casser, mais généralement, je l'ai pu le constater, la plupart de ceux qui partent de France, ils finissent par revenir. D'une manière ou d'une autre. Je l'ai vu pendant que j'étais expatrié, la plupart des expatriés sont revenus en France pour des questions d'économie ou des questions sociales, parce que quand vous partez à l'étranger, vous fréquentez des étrangers, vous fréquentez plus de Français, et quand vous en fréquentez, c'est des Français qui sont expatriés et qui, généralement, restent pas longtemps. Ils restent quelques temps, quelques mois, quelques années, ensuite ils repartent, des fois ils en ont marre, eux aussi ils se cassent. C'est très compliqué de créer vraiment des liens durables avec des Français à l'étranger. Et pourtant, d'ailleurs, c'est peut-être plus facile de créer des liens avec des Français à l'étranger qu'en France, parce que vous êtes en minorité, vous êtes... voilà, ça fait du bien de parler avec des gens qui ont les mêmes codes culturels, qui ont la même langue, etc. Mais globalement, je remarque autour de moi, ceux qui se sont taillés, ceux qui sont partis de France, ils sont très vite revenus, ils ont jaugé un peu la température, certains se sont amusés, d'autres beaucoup moins, et pour beaucoup, les raisons de l'expatriation, c'était, pour certains c'était les femmes, pour d'autres c'était l'argent, pour d'autres c'était la tranquillité de vie, certains cherchaient la sécurité, certains cherchaient le tout. Moi, c'était juste la tranquillité, le coût de la vie, c'était surtout ça qui m'intéressait. Et, comment dire, je ne regrette pas ma petite expatriation, j'y ai passé énormément c'était pas mes plus belles années, mais pas loin, et ça m'a permis, quelque part, d'avoir une certaine forme de recul, et ça m'a davantage fait apprécier mon retour en France. Au début, ça a été dur, mais je me suis réadapté à mon environnement, et finalement, je m'aperçois que la France, en réalité, c'est de pire en pire sur certains éléments, mais c'est aussi de mieux en mieux sur certains. Mais ça, je vais en parler. Je sais que pour certains, c'est compliqué à entendre. C'est compliqué à entendre quand on dit que la France, finalement, va pas si mal. Je ne dis pas que c'est une catastrophe, mais il faut un moment redescendre sur Terre et voir comment ça se passe ailleurs. Et vous auriez tort de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Croyez-moi. Et ça, sur à peu près tous les plans. Mais attention, je parle de mon angle personnel et surtout mon angle social. À savoir, je suis un prolo, je ne suis pas comme le gros des mecs qui se sont barrés, c'est-à-dire que j'ai pas de bagage vraiment, j'ai pas de diplôme d'études supérieures, j'ai pas fait études d'ingénieur, je suis pas médecin, je suis pas, j'ai pas fait d'école de commerce, non, je suis juste un petit prolo qui a fait que des boulots d'esclave, sous-payé depuis toujours, et l'expatriation était encore plus dure pour moi. Ma seule petite chance, c'est que je baragouine un petit peu d'anglais, et j'avais un sens de la démerde, je suis assez sociable, donc pour moi c'est facile, entre guillemets, de m'expatrier, et je peux encore le faire maintenant. Avec ma petite chaîne, je peux toujours me barrer dans un pays du tiers-monde, je trouve une nana avec qui ça match, bim, j'habite chez elle, et hop, ça y est, je me fais entretenir, je pourrais le faire. Je l'ai déjà fait, je peux le refaire, y a pas de souci. Mais j'estime que c'est immoral, et je veux être utile. Ici, maintenant, ne serait-ce que par mon discours, parce que je sais que mon discours fait du bien à certains, et mon but à moi, c'est de vous dire la vérité et en même temps vous offrir une autre vision du monde. Car en France, on vous habitue à deux types de visions. La vision négative et la vision très négative. Vous avez que ça. En gros, moi j'ai remarqué, c'était ça. On m'a quasiment jamais habitué, jamais formé, jamais préparé à avoir une vision
optimiste de l'avenir. On m'a toujours fait comprendre, déjà de par ma condition, que fallait pas que je m'attende à grand chose, que je bosse dur, mais pour finalement pas grand chose au bout non plus, que du point de vue scolaire, c'était pas la peine. On me l'a toujours fait comprendre, hein, quand je devais chercher des stages, quand je devais chercher du taf, quand je devais simplement reprendre des études, on m'a bien fait comprendre que je n'avais pas ma place, que je n'avais aucun avenir, que je dérangeais, donc voilà, c'est toujours ce que j'ai ressenti. Et je pense que je suis loin d'être le seul à être dans ce cas. Mais il y a une bonne raison justement pour tout ça, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé, parce que quand vous n'avez pas de boulot, que vous vous posez des questions, quand vous dites « mais putain, je suis une merde, à quoi je sers quel est mon avenir quel est l'avenir du pays ?» Vous commencez à broyer du noir et il n'y a rien de vraiment positif qui peut en sortir, mais à force de creuser, on finit par toucher quelque chose et j'en suis arrivé à certaines analyses, j'ai fini par développer une certaine vision, puis le fait de bouger également, ça m'a permis ça m'a permis d'avoir une certaine forme d'ouverture d'esprit. Pour autant, même si j'encourage les jeunes à partir, ce n'est pas une condition obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de bouger à l'autre bout du monde pour apprendre des choses. Vous n'êtes pas obligé de quitter, parce que ça c'était à la mode dans les années 2010, à savoir fallait bouger, fallait sortir, fallait s'expatrier, fallait voyager. Maintenant, on peut prendre du recul, vous pouvez, je vais pas dire non pas voyager, mais presque, juste en regardant des vidéos de comment ça se passe à l'étranger, juste en suivant des youtubeurs, je sais pas, américains, espagnols, n'importe quoi, vous pouvez, on va dire, voyager numériquement, gratos, avec Internet. Chose qui était impensable il y a encore 20 ans. Donc la vision du monde a changé, et aujourd'hui j'ai l'impression que les voyages ont perdu un petit peu en prestige, en aura, et les voyages, je parle des trucs initiatiques, tout ça, c'est toujours important, mais j'ai bien l'impression que c'est un peu moins hypé qu'avant. Faut comprendre vraiment, je m'adresse vraiment, qu'importe votre génération, comprenez que le monde évolue, et naturellement les mentalités évoluent. Là, tout de suite, ce que je pense maintenant, ce sera obsolète dans les 6 mois qui viennent. J'en suis convaincu, donc voilà, c'est... je reviens en fil conducteur, la vache, c'est pas une intro, mais voilà, c'est... je voulais revenir à... Enfin, il y a tellement de choses à dire, donc vous m'excuserez, hein, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais essayer de synthétiser ça le plus vite possible. Et je me doute que certains regardent cette vidéo en mode « Bon Madnat, propose-nous une solution ». La solution vous plaira pas, je vous le dis franchement. Parce que cette solution-là, elle demandera du travail. Elle demandera des efforts. Elle demandera du dépassement de soi, j'ai envie de dire. Et surtout, elle demandera de la responsabilité personnelle. Parce que vous n'êtes pas tout seul, vous faites partie d'un ensemble, que vous le vouliez ou non, et qu'importe votre origine, qu'importe votre vision du monde, qu'importe votre bord politique, vous faites partie de tout ça. Et il va être temps maintenant de retrouver une certaine forme d'unité si on veut pouvoir avancer ensemble, parce que il est temps que ça change, il est temps que ça bouge, parce qu'on sent bien que ça évolue, que ça avance très vite, et il faut rester dans le coup pour ne pas se retrouver largué, c'est génial, simplement. Après, ça dépend du point de vue, mais moi, personnellement, je prends ça comme un challenge. Je prends maintenant, désormais, les objectifs de vie, je les prends comme des challenges. Un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire qu'on augmente, plus le niveau avance, plus on avance et plus on change de niveau, et j'invite tout le monde à adopter ce genre de point de vue, c'est beaucoup plus agréable que voir la vie en noir, etc. Parce que vraiment, je sais pas, j'essaierai avec le temps de désintoxiquer une bonne partie de mes viewers ou quoi, d'une certaine forme de négativité ambiante, parce que je vois que beaucoup trop de gens négatifs, alors que pourtant, ils n'ont pas spécialement de raison de l'être. Hein. J'estime que moi, j'avais mes raisons d'être négatif compte tenu du fait que j'ai jamais eu de thunes, du fait que j'ai jamais rien eu, que j'ai eu aucun privilège, que j'étais vraiment au fond du trou. Voilà, j'en connais certains qui s'en sont sortis beaucoup mieux, qui pourtant ont une vision beaucoup plus déprimante de la vie. Ça, je ne comprendrai jamais. Bref, quoi qu'il en soit. Alors, pour revenir à la France, donc la France va mal. Ok, c'est ce qu'on entend depuis X temps. Alors, la France va mal, ok, oui, j'entends bien. Parce que je suis bien placé, attention, pour dire que en France, il y a plein de trucs qui déconnent. Moi, pour trouver un logement, c'était un cauchemar. Là, je suis dans un petit logement social. C'est un pote qui m'a briefé, qui m'a mis sur le coup. Heureusement, et je le remercie chaleureusement. Sans lui, je pense que je serais SDF. Mais, je connais les difficultés en France. Difficultés pour se loger, difficultés pour trouver un taf, l'inflation, le coût de la vie. Je sais ce que c'est tout ça, croyez-moi. Dernièrement, j'ai refait des boîtes intérim pour trouver un petit boulot en parallèle de ma chaîne. Et même maintenant, pour trouver des petits tafs de manutentionnaire, de manœuvre en chantier, c'est un cauchemar. Parce que j'ai vu l'évolution, la différence entre les boîtes intérim d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, vous rentriez dans une boîte intérim, vous passiez devant la DRH direct. Bonjour, je cherche du travail. Très bien, on a besoin d'un esclave sur tel ou tel chantier, tel ou tel truc. Vous avez des chaussures de sécurité? Non, je n'en ai pas.
C'est quoi votre pointure? Tenez, on vous les donne. Très bien, merci. Bon, bah maintenant, vous avez vos pompes, vous allez bosser à tel endroit, aujourd'hui à telle heure, ou demain. Donc, ils vous filaient directement une mission, et c'était, on va dire, la sélection, quoi. Vous alliez bosser, généralement, vous confiez une mission quand même assez vénère, donc on voyait si vous teniez la cadence, hein, pour un déménagement, un taf d'usine, un truc comme ça, et si vous teniez bon, eh bien, vous étiez dans les petits papiers, et vous trouviez du taf comme ça. Moi, j'ai bossé pendant longtemps comme ça en intérim, c'est-à-dire que vous faisiez vos preuves auprès de telle ou telle boîte, et vous pouviez changer de boîte sans problème. Je bossais à l'époque pour, ouais, au moins 3-4 boîtes différentes, et ils me trouvaient du taf non-stop. Je devais refuser des propositions par moment, parce que voilà, il y avait trop de taf. Et maintenant, bah, je vois, j'ai fait plusieurs boîtes intérim, fallait que je ramène mes chaussures de sécurité, fallait que j'appelle régulièrement, et quand je demandais aux DRH si elles avaient du travail, je vous jure qu'elles me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. C'était en mode, mais non, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? On vous appellera quand il y aura besoin, mais si vous voulez du boulot maintenant, il va falloir attendre. Et j'ai forcément, bah, entre prolos, on discute, et j'ai demandé à d'autres camarades prolétaires, et ils m'ont dit la même chose. J'ai discuté avec un gars, 30 ans, vit seul dans un petit appartement avec son chien, tout ça, très gentil gars. Et lui, c'était un bosseur, hein. Ça se voyait dans le regard, dans le visage. Un gars qui avait vraiment les traits marqués par la pause clope, par le froid, par le travail physique. Et je lui demande, parce que là, bon, bah, j'avais cherché du taf et je voyais que ça marchait pas pour moi. Je dis, pour toi, comment ça se passe? Mais il me dit, bah pareil, j'ai fait 10 boîtes intérim, parce que le mec, il avait fait, je crois, ouais, il avait fait de l'usine avant, il avait bossé pour Renault Trucks ou un truc comme ça. Et il disait que, bah, en fait, maintenant, il trouve plus de taf, quoi. Même en intérim, il galère pour trouver. Et ses potes, même chose. Et d'ailleurs, j'en profite pour débunker, les Français ne sont pas feignants. En fait, je connais aucune nationalité où les gens sont vraiment des feignasses. Il faut arrêter avec cette guerre d'ego. Tous les peuples sont travailleurs d'une manière ou d'une autre, et les feignasses, au sens où on l'entend, sont minoritaires en réalité. J'avais lu un truc, je crois que c'était un reportage, non, j'avais écouté un truc, je crois que c'était un reportage sur Arte, qui expliquait que du côté de ceux qui grattent les aides sociales, etc., ils ne sont que 8% à bosser, à ne rien faire en fait, à ne rien foutre. C'est-à-dire que les autres, ils cherchent du travail, ils bossent à mi-temps, ils sont actifs, ils font des trucs, des assos, ils se bougent. Il n'y a qu'une minorité de gens réellement qui ne font rien de leur journée. Et je pourrais presque m'inclure dedans parce que moi la procrastination ça me connaît, hein. Moi je suis très bon pour ça, moi ça me va très bien de passer des journées sans rien foutre, moi j'assume, hein. Mais comment dire, la majorité des gens c'est pas ça. La majorité des gens ont besoin d'être actifs, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se sentir utiles, ils ont besoin de faire quelque chose. Et c'est très beau, c'est très noble, c'est 10 fois plus respectable qu'un gars comme moi qui aime bien procrastiner, passer du bon temps, me balader, etc. Je suis un bosseur, attention, je bosse, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je bosse, mais j'aime bien prendre du temps pour moi, pour réfléchir, pour préserver ma santé mentale, parce que j'ai vu ce que ça faisait autour de moi, les gens qui sont trop obsédés par le travail, qui sont trop dedans, ça finit par les consumer de l'intérieur, et ils finissent par perdre, on va dire, bah, voilà, au niveau social, bah, c'est toujours comme ça, vous bossez pas, bah, vous perdez de l'argent, mais en même temps, ça vous permet quelque part de prendre du temps pour vous informer, pour vous cultiver, etc., et plus vous bossez, bah, moins vous avez de temps pour vous cultiver, etc., vous voyez l'idée. Donc, comment dire, où j'en étais, voilà. Pour trouver du taf, même pour être un petit intérimaire, pour être un petit esclave, c'est compliqué. Et je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes comme ça, et je suis pas le seul. Où, voilà, je crois que vraiment, j'ai senti le truc, j'ai senti que s'est passé quelque chose après le Covid. Il s'est passé un truc où c'était beaucoup plus compliqué de trouver du travail, et du travail surtout payé correctement. Je dis même pas bien payé, correctement. J'en avais parlé avec quelques abonnés qui ont fait le même taf. Pendant un temps, j'ai fait, et je sais que ouais, j'ai plusieurs abonnés qui ont fait ce boulot-là en réalité, pas mal d'intérimaires, jeunes comme moins jeunes. En gros, le taf, ça consistait à porter des sacs de 25 kilos, remplir des conteneurs, décharger, etc. Et je me souviens que pour environ 6 heures de taf, j'avais dû toucher, je crois, 50 €, un truc comme ça. Je me souviens, j'avais ouvert parce qu'il m'avait envoyé un chèque, évidemment, même pas de virement, que dalle, je reçois le chèque et je vois, en gros, j'avais dû bosser, ouais, 6 heures, 7 heures, j'avais dû être 7 heures sur place et on s'arrêtait pas. C'était non-stop. Je vois sur le chèque, 50 balles. Donc, payé en dessous du SMIC, ou je sais pas quoi, généralement, quand vous bossez 6-7 heures, vous êtes payé, quoi, 70 balles, un truc dans le genre. Et là, j'ai vu 48 ou 49 €. Ça m'a tellement déprimé que voilà, j'ai rangé ça, j'ai été le déposer à la banque, j'ai même pas voulu batailler, j'ai même pas voulu aller m'embrouiller avec la boîte. Voilà, je me suis dit, ok, on en est là, quoi. Et là, j'ai compris vraiment en partie que c'était ça parmi tant d'autres, hein, parmi plein de signes avant-coureurs, que ça allait être de plus en plus compliqué. Et ce le sera de plus en plus. Pour autant, il ne faut pas perdre espoir. Parce que je sais que certains... parce que comprenez qu'il y a des périodes, les gars, il y a des hauts, il y a des bas, en ce moment on est dans le bas, et il faut encaisser tout simplement. Et la différence qu'il y a entre aujourd'hui et avant, oui d'accord, il y a de l'inflation, oui d'accord, la vie est chère, mais n'empêche que j'ai été au resto du cœur, j'ai galéré, etc., j'ai passé des mois sans argent, j'ai été à découvert un nombre incalculable de fois, pour autant, je mangeais à ma faim. Quand j'avais un problème de santé, c'était remboursé. Tout ça, les gars,
je sais que l'idée de la carte vitale, ça a été énormément diabolisé par les millionnaires expatriés. Ça pareil, il faut qu'on mette l'église au milieu du village. Les mecs qui me disent « Ouais, la carte vitale en France, les Français ils sont fiers de leur carte vitale, mais encore heureux, bordel !» Ces gens-là, visiblement, n'ont jamais été soignés à l'étranger. Ils ne savent pas ce que c'est que de se péter une jambe ou se retrouver malade en Angleterre, en Australie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse. Des fois, je me demande vraiment si ces gens voyagent ou s'ils ont déjà passé un mois sans toucher moins de 10 000 balles par mois, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un discours qui est un peu trop hors sol chez certains. La carte vitale, oui d'accord, je sais très bien que vous payez par vos impôts, etc. Et je sais très bien qu'en France, on a un taux d'imposition très élevé. Je sais, merci, je ne suis pas débile. Cependant, il y a des choses à changer. Oui, et ça s'améliorera parce qu'on a les moyens, c'est encore possible, mais là où je veux en venir, c'est que n'imaginez surtout pas que c'est plus vert ailleurs. Pas du tout. Parce que, oui, en France, les loyers sont chers, l'essence est chère, la bouffe, tout grimpe, trouver un logement c'est compliqué, oui. Mais vous croyez que c'est comment en Angleterre, en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, en Scandinavie, dans les pays de l'Est? Vous croyez que c'est comment? Eh bien, je vais vous le dire, eh bien c'est encore plus dur. En Angleterre, si vous arrivez à trouver, ne serait-ce qu'à Londres, hein, je vous dis bien, je sais bien que c'est la capitale, mais même vous prenez des grosses villes, Manchester, Liverpool, des trucs comme ça, juste trouver un petit appart en colocation, c'est minimum dans les 600, 700 livres sterling. Et je ne parle même pas du reste, à savoir la bouffe, notamment la bouffe dégueulasse, bien anglaise, comment dire, bien industrialisée. Pareil, ça c'est un des éléments, pareil aussi, qui m'a poussé à revenir en France, c'est la bouffe. La bouffe française, on peut en penser ce qu'on veut, c'est miraculeux. Et vraiment, défendez la nourriture française, défendez notre patrimoine culturel, car c'est un joyau, c'est un petit miracle. J'ai beau être américanisé jusqu'à l'os par rapport à mes goûts en termes de pop culture, la bouffe française, tout comme la bouffe italienne, espagnole, ça, qui est trop sous-côté, c'est des petits joyaux qu'il faut défendre. Et la bouffe française, ça m'a vraiment poussé à revenir parce que, je suis désolé, mais moi j'ai des plaisirs simples. Hein. Quand je vais dans Leclerc, un Carrefour, je suis heureux parce que je vois des produits que je ne voyais pas à l'étranger. Quand j'habite en Australie, en Bulgarie, Angleterre, tout ça, je ne voyais pas ces produits-là, à part dans des rayons bien spécifiques où c'était 2 fois, 3 fois plus cher que la normale. Donc bon, ça c'est encore autre chose, mais la nourriture c'est important parce que il y a quelque chose de, je vais pas dire de charnel, mais quelque chose de comment dire, d'humain, quoi. La bouffe, c'est quand même quelque chose de... Ça nourrit votre âme, ça nourrit votre cœur, ça vous met bien, quoi. Quand vous êtes constamment sous perfusion industrielle, comme c'est le cas à peu près partout dans le monde, enfin dans les pays développés, c'est compliqué. Et donc, bref, je parlais, c'était un petit voilà, je voulais parler vite de la bouffe, et je tiens à préciser que la bouffe est très chère ailleurs. Hein. N'imaginez pas que c'est moins cher dans d'autres pays. Peut-être l'Espagne, j'ai cru comprendre qu'en Espagne, le coût de la vie était inférieur à la moyenne, au niveau de l'Europe de l'Ouest, mais en Angleterre, Irlande, États-Unis, Canada, Scandinavie, la bouffe est hors de prix. Et même en Bulgarie, qui est pourtant un des pays les plus pauvres de l'Union Européenne, j'y ai habité pendant 3 ans, j'ai vu l'explosion des tarots. Il s'est passé un truc après le Covid et surtout après la guerre en Ukraine. En gros, en Bulgarie, maintenant, le prix de la bouffe... c'est presque pareil qu'en France, quoi. Alors que le salaire doit être de 1000 balles. Donc, 1000 balles, hein, pas 2000, hein, 1000 balles, voilà, entre 500 et 1000 euros. Et le prix de la bouffe, dans certains centres commerciaux, genre Lidl, eh bien, c'est les mêmes tarifs qu'en Allemagne ou en France. C'est du délire. Donc, n'imaginez pas que ça concerne que la France. Et le problème, c'est que nous, on est un peu trop auto-centré, on se rend pas compte de comment c'est ailleurs, et ne me dites pas, oui, mais regarde, au Vietnam, c'est beaucoup moins cher, regarde, comment... Non mais les gars, attendez, vous prenez pour on dirait des colons, là, je veux dire, on s'en fout des pays du tiers-monde, de l'économie de ces pays-là, ils sont déjà en galère, comment dire, pour les locaux, c'est déjà dur. On n'a pas notre avis à donner de petit occidental avec notre vision d'occidentaux. C'est pas comparable. On n'a pas la même économie, on n'a pas le même train de vie, on n'a pas la même vision du monde, on n'a pas et puis surtout, c'est pas la même économie, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les expatriés qui vous vendent, on va dire, l'Eldorado à l'étranger, mais tout en étant dans des pays du tiers-monde, donc Thaïlande, Vietnam, ils font ce qu'ils veulent, hein. Attention, je ne critique pas les individus en eux-mêmes, mais un petit peu de recul par rapport à ça, parce que n'oubliez pas que quand vous arrivez là-bas avec votre économie, donc votre petit business, votre salaire d'occidental, eh bien vous niquez l'économie locale, parce que pour vous c'est avantageux, mais pour les locaux c'est compliqué, et ça va être compliqué pour ceux qui vont venir après vous, quoi. Les mecs qui vont se dire, ah bah tiens c'est cool, il y a des bons plans à se faire, bah non, bah les prix ont stonk, justement à cause des prédécesseurs, donc c'est comment ça s'appelle, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, je crois. Donc voilà, à l'étranger, n'imaginez pas qu'économiquement c'est mieux, non.
C'est une catastrophe, et les pays anglo-saxons, les gars, mais vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous n'avez pas idée à quel point c'est dur. Parce que je sais que beaucoup fantasment sur les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie. Mais là-bas, les gars, c'est des pays turbo-libéraux, c'est libéral land. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'existez pas. Même en travaillant dur, ça va être très compliqué, parce qu'on vous a vendu pendant longtemps le fait qu'il faut travailler dur, la méritocratie, machin, mais la méritocratie, dans une époque de surindustrialisation, et là où l'IA va prendre de plus en plus de place, bah ça va être compliqué, vraiment de... En fait, il faudra atteindre un niveau juste délirant, et c'est d'ailleurs Elon Musk et tous les autres qui en parlaient. Dans le futur, il faudra avoir des implants, potentiellement des implants à base d'IA, pour pouvoir rivaliser avec les gens, avec les normaux. Tellement ce sera vénère en termes de tout, quoi, notamment au niveau professionnel. D'ailleurs, ce que je trouve ça assez paradoxal, sachant que techniquement, si on évolue de façon avec la technologie, c'est pour qu'on bosse le moins possible et qu'on puisse vivre décemment, quoi, encore plus décemment. Mais ça, j'y crois. Je pense que ça viendra un jour. C'est une question de temps. Pareil, j'ai même pas parlé des pays d'Asie, style Japon, Corée, etc. Vous avez vraiment envie d'aller vivre là-bas? Moi, tous les retours que j'ai eus de gens qui se sont barrés en Corée, etc. Alors, les seuls qui s'en sortent bien, c'est les influenceurs qui touchent entre 10 et 30 000 euros par mois, quoi. Oui, là, effectivement, vous êtes bien. Vous avez un bel appart, vous n'avez pas la pression sociale, vous n'avez pas tout ça. Par contre, si vous êtes un local ou si vous êtes un expatrié qui touche un petit salaire comme là-bas, ça va être chaud, hein, parce qu'au Japon, il faudra cravacher 60 heures par semaine, se contenter de 5 jours de vacances, pas chercher à trop la ramener, il faudra être très discret, même chose pour la Corée, même chose pour les États-Unis. J'en connais qui sont expatriés aux États-Unis et qui ont réussi, mais généralement, c'est des forces de la nature, c'est des gros travailleurs, des monstres d'adaptation qui parlent très bien anglais, ou alors des gens qui ont un talent hors norme, ou qui ont une... Comment ça s'appelle? C'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus, quoi. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui réussissent, ont cette espèce d'arrogance en mode, non mais, si vous foirez, c'est que vous travaillez pas assez dur, c'est que... Non mais... Pareil, admettons, comprenez que si tout le monde travaillait au même niveau, à savoir dur, etc., de façon professionnelle, bah, au bout d'un moment, il y aurait plus de place, quoi, ce serait vite saturé, donc il y a des paliers au bout d'un moment, donc faut prendre ça aussi en ligne de compte, et bref, c'est tellement vaste comme sujet. Mais donc, là où je voulais en venir, c'est que, bah, en France, oui d'accord, tout est cher, mais en attendant, vous avez la Sécu, vous avez, les aides sociales, si vous arrive une merde, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes au chômage, bah, vous avez toujours le RSA, des aides en tout genre, vous avez les Restos du Cœur si vous avez rien à bouffer, vous avez différentes associations qui peuvent vous aider, parce que la France est le pays de l'associatif, et c'est pour ça, vraiment, je ne cesserai jamais de vanter les mérites de ceux qui bossent dans les associations, dans l'associatif, parce que ce sont des anges, réellement, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour aider les autres, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment défendre, et pour ça, vraiment, les associations, ceux qui bossent dans l'associatif, méritent tout le respect, quoi. Si vous êtes dans l'associatif, vraiment, respect à vous, merci pour le temps que vous accordez à la collectivité, au collectif. Vraiment, vous pouvez en être fiers. Et donc, en France, vous aurez toujours des filets de sécurité. Vous aurez toujours un petit chômage, un petit RSA, des APL, des trucs comme ça. Oui, il y a des gens dans la rue. Oui, il y a des gens qui galèrent. Je sais, je ne suis pas aveugle. Mais je vous invite, encore une fois, à vous balader dans des pays anglo-saxons. Allez voir en Angleterre. Allez voir ce qu'est un pauvre en Angleterre. Allez voir ce qu'est un pauvre en Australie. Allez voir ce qu'est un pauvre aux États-Unis. Vous allez voir que c'est des anthropologies radicalement différentes de ce que vous avez en Europe. Enfin, je veux dire en Europe en France. Parce que la vie là-bas est vraiment dure, et il n'y a pas de soins médicaux remboursés, il n'y a pas de soins dentaires, il n'y a pas de tout ça. Donc, n'épousez pas la vision des influenceurs qui vous expliquent que non mais la sécu, lol, parce que combien de fois j'ai entendu ça, des influenceurs millionnaires qui toisent de haut ceux qui bénéficient de la sécu, quoi, en mode oh, vous avez une carte vitale, bande de losers, pourquoi vous n'avez pas l'argent pour vous soigner? Parce que tout coûte cher, connard. Quand j'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'avais un rein à passer, j'avais un examen du rein à passer, parce que j'ai un rein qui déconne, et donc je passe un coup de fil à l'hôpital, donc pour prendre un rendez-vous. Alors avant ça, j'ai passé des examens pour pisser dans des bocaux, des trucs comme ça m'a coûté bonbon, et je me suis retrouvé vraiment à l'état de SDF, en fait, tellement tout mon fric est parti là-dedans, 3000 balles passées dégagées en moins de 3 semaines, et je me souviens, j'avais appelé donc le Toubib, pour prendre un rendez-vous, pour avoir un examen du rein, parce qu'il fallait que je contacte un néphrologue, voilà. Et en gros, prendre un rendez-vous, tenez-vous bien, prendre un rendez-vous. Je vous parle pas du rendez-vous, de l'examen avec le médecin, non. Prendre un rendez-vous, c'était, si je me rappelle bien, 90 $. Voilà, pour prendre rendez-vous, c'était 90 $. Il fallait que je dépense 100 balles pour avoir un rendez-vous.
Et la consultation, c'était 230 €. Voilà, juste pour que le mec lise un papier avec mes résultats, etc. Juste pour ça. Pour après avoir le tampon, peut-être. Donc, plus de 300 balles, juste pour un examen, quoi. En France, bah, oui, d'accord, oui, les impôts payent, et je sais, pareil, ça aussi, il faut qu'on en parle, ceux qui se plaignent de l'imposition. Et je comprends tout à fait, je ne vais certainement pas... Enfin, mais j'aimerais qu'on dose un petit peu, quoi. Parce que, encore une fois, vous réalisez pas comment ça se passe ailleurs. Et généralement, ceux qui se plaignent de payer trop d'impôts, bah, si vous payez beaucoup d'impôts, c'est parce que vous gagnez bien votre vie. Et à un moment, les gars, moi j'ai remarqué, hein, c'est toujours la même chose. Ceux qui se plaignent le plus sont toujours les moins à plaindre. Dans mon entourage, qui se plaint le plus voilà, bah, étrangement, ils ont 2 bagnoles, ils ont une maison, une résidence secondaire, une piscine. Ils sont très bien, mais ils se plaignent tout le temps. Moi, j'ai commencé à me plaindre un petit peu sur le tard, ouais, une fois passé 30 balais. Alors que pourtant, des raisons de me plaindre, j'en ai eu beaucoup. Et pourtant, j'ai toujours fermé ma gueule. Et quand je me plains, c'est pour trouver une solution. Or, tous ces gens-là ont vécu, non pas, ils ont quand même bossé, attention, c'est des bosseurs, hein, ceux dont je parle. Mais très vite, ils arrivent à une espèce de forme de pilotage automatique où les gars ne voient que eux, il n'y a que eux qui ont des problèmes, il n'y a que eux qui souffrent, il n'y a que eux qui travaillent dur, et c'est pénible. Donc vraiment, et cette mentalité est colportée par bon nombre d'influenceurs, de youtubeurs qui vous expliquent que la France est un enfer fiscal, etc. Alors oui, d'accord, j'entends bien que certains qui touchent du pognon doivent payer, mais s'ils sont pas contents, écoutez les gars, si vous n'êtes pas contents de payer des impôts, vraiment, si ça vous emmerde, si c'est beaucoup trop dur pour vous d'être, d'avoir des fortunes à payer en impôts, etc., c'est pas compliqué. Vous abandonnez votre système, ou vous vous cassez à l'étranger, allez jusqu'au bout, allez bosser aux États-Unis, allez bosser en Suisse, tentez votre chance, ou alors si vous n'êtes pas content, si vraiment c'est tant insupportable, eh bien vous allez postuler à McDo, vous allez postuler sur un chantier, vous changez de métier tout simplement. Vous passez une formation pour être aide-soignante, pour être, je sais pas moi, maçon, allez-y, on vous regarde, et vous allez voir, c'est plus facile. Voilà, vous allez vous démerder avec votre petit 1006, votre petit 1007, et voilà. Tiens d'ailleurs, j'ai un copain qui est agent de sécu, parce que pareil, ça, il faut qu'on en parle des salaires. C'est une catastrophe, on est d'accord, mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est pour revenir par rapport à ceux qui se plaignent. Comme quoi, oh là là, on paye trop d'impôts, mais les gars, vous êtes pas à plaindre. Vous gagnez bien votre vie, mettez-vous dans la peau de ceux qui touchent un petit SMIC, pour des tafs de zinzin, c'est autre chose. Là, ces gens-là, pour le coup, ils ont des raisons de se plaindre. Mais étrangement, on les entend jamais. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont une dignité, quoi. La dignité d'encaisser le choc et de ne pas se plaindre. Comme le font la plupart des gens, des bosseurs. Moi, j'ai jamais rencontré une aide-soignante qui s'est plaint, jamais rencontré un maçon qui s'est plaint, jamais rencontré un manutentionnaire qui s'est plaint, alors que pourtant, ils ont tous des conditions de vie absolument atroces, jamais rencontré une caissière qui s'est plaint, jamais rencontré un auxiliaire d'ambulancier ou un ambulancier qui s'est plaint de ses conditions de travail, alors que pourtant, ils sont au charbon tout le temps, et je peux vous garantir que, passé les 45, 50 ans, leurs dos sont flingués, dos, épaules, tout ça. Bon, excusez-moi, je reviens vite fait, voilà, c'est... Vous avez toujours en France un minimum de solidarité sociale, la scolarité est gratuite, oui je sais la scolarité en France, je suis le premier à critiquer, mais c'est pas pire qu'ailleurs, je crois que vraiment les seules écoles qui valent un petit peu le coup, c'est peut-être ce qu'on voit en Scandinavie, où ils ont compris pas mal de trucs, mais la qualité de l'école, c'est à peu près partout pareil, quoi. C'est pas génial partout, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Et notamment au niveau du coût de la vie. Les loyers en Allemagne... Posez-vous la question de à combien revient un loyer en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Ça n'a rien à voir avec la France. Mais absolument rien à voir. Donc n'imaginez surtout pas que l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte uniquement pour ceux qui ont du pognon. Voilà. Et je pense pas que ceux qui me regardent en général sont des grands fortunés. Une bonne partie de ceux qui me regardent sont des actifs qui gagnent bien leur vie, ou alors des adultes désargentés. Donc c'est pas, on va dire, on n'est pas les... nous on n'a aucune chance, quoi, je veux dire, à part pour ceux qui ont un métier, un savoir-faire, mais même ça, pareil, n'imaginez pas qu'à l'étranger, pareil, au niveau du travail, vous allez arriver avec un tapis rouge, parce que ça aussi, c'est ce que les influenceurs ne vous disent pas, c'est que la concurrence, elle n'est pas qu'en France, parce que oui, en France, il y a une grosse concurrence en termes de travail pour trouver sa place, mais n'imaginez pas que c'est exclusif, c'est comme ça partout, pareil. Et c'est justement ce dont je voulais parler, c'est le marché de l'emploi. Parce que qu'est-ce qu'on entend régulièrement ? Oh là là, en France, le marché de l'emploi est saturé. Oui, c'est vrai, je suis bien placé pour en parler. Combien de fois je suis rentré dans des boîtes intérim où on m'a dit que non, telle place était pas disponible. Et ça, c'est d'ailleurs, je me demande si c'est pas illégal. Dans les boîtes intérim, vous avez toujours, vous savez, les intitulés des postes à pourvoir. Donc, je sais pas moi,
je sais pas, manutentionnaire, peintre en bâtiment, comment dire, chauffeur-livreur, etc. Combien de fois je suis rentré dans une boîte intérim pour dire, écoutez, j'ai vu votre annonce là, je suis intéressé par ce taf. Ah bah non monsieur, la place n'est pas vacante pour l'instant. Celui qui est en poste va le rester encore pendant quelques semaines. On attend qu'il se libère, mais c'est juste pour montrer qu'on propose ce type d'emploi. En fait, ce que vous voyez sur les boîtes intérim, c'est un petit peu comme les têtes de gondole dans les magasins, quoi. C'est juste de la décoration, c'est juste pour montrer que il y a une création de richesse, il y a du travail, etc. Mais en soi, directement, quand vous y allez, j'aimerais savoir combien d'entre vous ont réussi à l'heure actuelle, maintenant, à rentrer dans une boîte intérim et sortir avec un taf le jour même. Ça m'étonnerait, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, qui sont dans ce cas. Et le marché de l'emploi, donc, est saturé. En France, oui, pour le gros des tafs, en réalité. Pour beaucoup de boulot, comment ça s'appelle, même par exemple, le bâtiment. Je vois dans le bâtiment, j'entends sans arrêt qu'il y a un manque de main-d'œuvre, que c'est compliqué de trouver des jeunes pour bosser, etc. Ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue de ma vie. Car pareil, ça c'est encore petit coup de pute intergénérationnel, en mode les jeunes ne veulent plus travailler. En gros, les zoomers seraient moins travailleurs que les millennials. On disait ça des millennials, les millennials étaient moins travailleurs que ceux d'avant, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un truc qu'il va falloir arrêter, le petit conflit générationnel. Qu'on arrête ces conneries. C'est bon, on a passé l'âge, maintenant il faut qu'on change, maintenant c'est où on fait bloc de façon commune, ou alors c'est chacun sa gueule. Je pense qu'il est temps de changer, maintenant il est temps de changer de vision. Et le coup les jeunes d'aujourd'hui veulent pas travailler, mais quelle connerie. C'est les zoomers sont pas plus feignasses ni plus travailleurs que les générations d'avant. Il y a de gros bosseurs chez les zoomers, il y a des mecs qui sont plus relâchés, mais c'est pareil, ça n'a pas changé. Et compliqué aujourd'hui d'être un gros travailleur quand il n'y a plus de travail, parce que le marché est saturé. Si par exemple, parce que moi j'entends beaucoup ça, donc le bâtiment est saturé, un gars me disait ça, ouais, moi j'ai mon beau-père qui m'expliquait qu'il galérait à recruter, etc. Ah ouais, d'accord, ok. Redis-moi le salaire d'un maçon et d'un manutentionnaire en chantier, dis-moi. D'accord, ok, 1006, 1007. Ok, donc tu veux que les gens se bousillent le dos pour un salaire pareil. Bon bah, non, pourtant, ils arrivent quand même à trouver du monde. Il y a toujours des gars qui veulent bien bosser, parce qu'il y a des gars qui sont comme ça, qui aiment bosser dans le dur, qui aiment travailler, qui aiment faire des choses de leurs mains. Il y a des reconversions professionnelles tout le temps. Les gens ont besoin de construire, ils ont besoin de bosser, ils ont besoin de trouver un sens à leur vie, travailler pour la communauté, pour la collectivité, ce qui est très bien, c'est parfait, c'est la beauté de l'humanité. Mais qu'on arrête avec ces conneries de pénurie, parce que s'il y avait une réelle pénurie, je peux vous garantir que les salaires, ils augmenteraient. Comme dans tous les tafs où il y a une pénurie. Quand il y a une pénurie d'employés, les salaires, ils stonkent. Parce que c'est comme ça que ça marche normalement, c'est la logique des choses. Quand vous manquez de main-d'œuvre et que vous voyez que vous galérez à recruter, bah vous augmentez les salaires. Et là, curieusement, étrangement, il y a des gens qui sont intéressés. Ah bah c'est marrant ça. Donc il y a déjà ça à prendre en ligne de compte. Enfin, il y a tellement d'éléments à prendre en compte, mais le marché est saturé, je veux dire. Ne serait-ce que par exemple, le principe de la lettre de motivation. Alors déjà, à titre personnel, je considère que la lettre de motivation, c'est une des choses les plus dégradantes qui soit. Alors, lettre de motivation pourrait être ingénieur, chirurgien ou je sais pas quoi. Je peux comprendre, enfin chirurgien, j'en sais rien, mais pour des postes haut placés. Je peux comprendre tout à fait, bosser dans une mairie ou un truc, ok. Et pour faire de la mise en rayon à Carrefour, pour bosser sur un chantier, maintenant il faut des lettres de motivation. S'il y a besoin d'une lettre de motivation, s'il y a besoin de fournir des lettres de motivation, c'est que le marché en réalité il se porte très bien en réalité, parce que si on est dans un système économique où il y a vraiment besoin de main-d'œuvre, bas les couilles de la lettre de motivation. Vous venez même sans CV, bonjour, voilà j'ai envie de bosser, ok vas-y tu fais 1 ou 2 heures, comme ça tu montres ce que t'as dans le ventre, et basta, après être embauché. Normalement c'est comme ça que ça devrait marcher. C'est comme ça que ça marchait après la Seconde Guerre mondiale et même bien avant. Parce que moi quand mon père me racontait, qui était un simple ouvrier, hein, mon père il a jamais décollé au-delà de simple employé, bon eh bien figurez-vous, il me racontait ça, il en était, voilà c'est... Parce que... Il voyait bien comment ça se passait pour les plus jeunes, etc. Où je devais galérer, voilà, à mendier du travail pour aller porter des CV, des lettres de motivation. Bref, c'est ça pareil, je pense que c'est un truc qui vous flingue le moral. C'est pas une question d'ego, mais c'est une question de... Vous voyez bien que il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas normal, quoi. Je veux dire, dans un sens, de se pointer. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je sais que ça va faire bondir certains, notamment les DRH, mais moi je vous parle dans un angle de prolo, de travailleur, comment dire, sans grande qualification. Devoir faire ça... ça en rajoute en humiliation, quoi. Et je me demande même d'ailleurs si ça n'a pas été conçu pour ça à la base. Et donc, il y a mon père, donc dans les années 80, il m'expliquait, les années 80, donc c'est-à-dire que c'est après les 30 Glorieuses, bien après,
Donc, bien après le choc pétrolier de 73, tout ça, parce que dans les années 80, il y avait déjà la crise économique, mais c'était... il y a toujours eu la crise, quand vous les écoutez, les temps sont toujours durs, c'est toujours la crise. J'entendais ça dans les années 90, dans les années 2000, 2010. Et donc, dans les années 80, mon père s'était fait appeler pour bosser dans une boîte. C'est-à-dire que les patrons s'échangeaient les numéros de... Comment ça s'appelle parce que lui, il voulait se barrer, il voulait changer de boîte, et il y a un mec qui l'a appelé pour dire « Bah, viens bosser chez moi, quoi ». Alors qu'il était simple routier, un truc dans le genre. Vous voyez le délire? Quel employé appellerait un routier random pour dire « je te veux dans ma boîte ». Non, c'est pas comme ça que ça marche, tellement on est nombreux. Parce que, pourquoi le marché est saturé? Nous sommes trop nombreux sur le marché de l'emploi. Parce que réfléchissez une minute. On est en 2025 au moment où je fais cette vidéo. Le taux de chômage était, je sais pas de combien, dans les années 50, 60, parce qu'il fallait reconstruire le pays, on était dans une autre dynamique. Et à l'époque, il fallait bosser physiquement pour construire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, bon, il y avait déjà des machines, tout ça, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de machines, de plus en plus d'ordi, et attendez de voir l'arrivée de l'IA, ça va être complètement dingue. Je suis pas mal l'évolution des robots sur Twitter, tout ça, je vois les vidéos, mais dans 10 ans, les boulots physiques sont remplacés. Ce sera remplacé, et ça va être encore pire pour le monde du travail, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est ma théorie. Hein. Donc là, déjà, le marché de l'emploi est saturé. De plus en plus de hauts diplômés galèrent pour trouver du taf. Les seuls secteurs qui recrutent encore un petit peu, c'est dans le paramédical, le social, le bâtiment, un petit peu à la marge pour des professions particulières. Et j'imagine qu'en restauration, il y a un manque de main d'œuvre, mais parce qu'il y a trop de restaurants, il y a trop de restos, j'en vois partout. Et d'un côté, c'est pas une mauvaise chose parce que la France doit rester, on va dire, on doit garder ce côté, on doit garder cette le leadership de la cuisine, j'estime, je sais pas si on l'a, mais j'estime qu'on devrait l'avoir. En tout cas, il y a très peu de secteurs en soi, il y a vraiment un manque de main d'œuvre, et c'est parce qu'on est trop nombreux, et c'est normal, parce qu'aujourd'hui tout est de plus en plus automatisé, on est de plus en plus nombreux, donc voilà, c'était impensable, par exemple, il y a 50 ans, qu'un jeune fasse ses études jusqu'à 25 ans. C'était impensable, à part pour être médecin ou des trucs comme ça. Maintenant, c'est la norme. On a maintenant des gamins, enfin des gens qui font leurs études jusqu'à 28, 30 ans, ou qui reprennent. Est-ce que l'économie s'effondre? Non. Pareil, c'est aussi la dette, faut qu'on en parle. Parce que soi-disant, la France est endettée. Tous les pays sont endettés. Trouvez-moi un pays qui n'est pas endetté. Je pense qu'il y en a quelques-uns, il doit y avoir peut-être à la marge le Danemark ou des pays comme ça. Mais moi, la France, c'est quand même une superpuissance, quoi. Je veux dire, on n'est pas un pays obscur, rikiki, au milieu. Non, non. On est quand même un gros pays qui dépense beaucoup de fric et qui en rapporte énormément. Imaginez pas que, parce que pareil, on parle aussi de désindustrialisation, comme quoi, la désindustrialisation, mais vous croyez qu'on est le seul pays à se désindustrialiser? Je crois qu'il n'y a que l'Allemagne un petit peu qui garde son industrie, etc. Mais tous les pays bradent leur industrie parce que bientôt, ça n'aura plus de sens d'avoir de l'industrie. Et quand bien même si on a besoin d'industrie, eh ben, on a encore des ingénieurs, et on en aura toujours, des ingénieurs super calés. Le jour où il faudra réindustrialiser, ça se fera comme ça. Hein. N'imaginez pas que, on a vendu notre industrie, on n'a plus rien. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Si il y a un gros besoin d'industrie, je peux vous garantir que ça va repopper, ça va être construit dans les semaines qui viennent. Hein. Ce sera, vous verrez des usines popper autour de vous. Imaginez pas qu'on est aussi stupide. Puis on me dit désindustrialisation, je regarde autour de moi, je vois des usines qui fonctionnent, je vois des ouvriers, je vois des... moi, j'ai jamais vu d'effondrement total, comme c'était le cas par exemple en Europe de l'Est pendant la chute de l'Empire soviétique. Après 91, le gros des industries ont fermé. Et quand vous baladez dans la campagne bulgare, polonaise ou je sais pas quoi, vous verrez énormément d'usines qui ont fermé, qui sont laissées à l'abandon, qui sont laissées comme ça en friche. C'est déprimant, hein. Mais c'est pas le cas en France. C'est quand il y a une usine qui ferme, généralement déjà d'une, quand l'usine ferme, tous ceux qui ont bossé sont, on leur file des, ils ont ils ont de l'aide pour un retour à l'emploi, ils sont mis dans le haut des fichiers dans les boîtes intérim, ils ont des aides, etc. Donc ils sont pas lâchés comme ça à l'arrache, comme dans d'autres pays où vous perdez votre taf, c'est fini. Parce que pareil, perdre son travail en France, c'est pas comme perdre son travail aux États-Unis, en Angleterre. Non, non. Là, vous avez des indemnités, vous avez des aides, vous avez des trucs comme ça. Après, en France, le truc, c'est qu'on a la mentalité un petit peu germinale, on s'imagine qu'on vit comme à l'époque des Thénardier ou des trucs comme ça, mais en réalité, l'époque a changé et elle est beaucoup plus souple qu'autrefois, hein, quoi que vous en disiez. Bref, donc le marché de l'emploi est complètement saturé. Alors oui, certes, l'intérim tourne en boucle, les CDD s'enchaînent, sans espoir de CDI, je sais ce que c'est. Les formations, c'est de la paperasse, ça n'en finit pas. J'ai un pote, je voulais en parler, qui a fait agent de sécu. Il a mis je sais pas combien de temps pour avoir sa carte professionnelle, à moitié déchirée en plus. Il a des collègues à lui qui n'ont pas reçu leur carte
leur carte professionnelle avant 3-4 mois après l'obtention, après qu'ils l'aient eu. Ils n'avaient même pas de duplicata, que dalle, même pas de justificatif, donc ce qui fait qu'ils ont perdu de l'argent, ils ont dû, ils pouvaient pas bosser, ils se sont endettés juste pour tenir le coup. Oui, je suis convaincu de cette réalité. Les salaires, eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont gelés, ou ça n'augmente plus. Les métiers essentiels, étrangement, c'est les plus sous-payés, donc faut m'expliquer, quoi. Soi-disant, c'est en manque de main-d'œuvre et c'est essentiel, pour autant ils sont sous-payés. Faut m'expliquer ce miracle économique. Sûrement un coup de Jupiter de la finance. Donc voilà, ok, c'est dur, mais regardons comment ça se passe ailleurs. Regardez en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, d'ailleurs, ça va être de pire en pire pour ceux qui veulent s'expatrier. Même ça, d'ailleurs, j'en reparlerai, ça pareil pour l'expatriation. Mais parce que c'est ceux qui veulent s'expatrier pour trouver un boulot à l'étranger, à moins d'être ingénieur, médecin ou un truc comme ça, je pense que vous pouvez oublier. Au contraire, focus sur la France parce que tout va être à refaire. Bref, je reviens vite fait au marché de l'emploi. Alors, l'Italie, c'est une catastrophe, tout simplement. Il y a les mecs sont encore à 30 ans chez leurs parents, et moi, personnellement, ça me choque pas. Moi, je trouve ça normal que les jeunes restent chez leurs parents à un âge assez avancé, parce que ça a toujours été comme ça, et je trouve pas ça insultant. Moi, par exemple, mon ex en Bulgarie, quand elle est partie de chez elle à 30 ans, sa mère pleurait en mode « Mais pourquoi tu m'abandonnes ?» Son père, c'était pareil. Il y a qu'en France, on a cette mentalité où on est mal vu quand on est chez ses parents après 20 ans, génération Tanguy, comme ces connards l'appellent, alors que c'est bien, justement, de rester proche de ses parents, de sa famille, c'est sain, quoi. C'est comme ça dans tous les pays du monde. À part la France, aller dans les pays du Moyen-Orient, Amérique du Sud, c'est normal de vivre avec ses parents longtemps, même chose en Asie, etc. Mais c'est la mentalité individualiste. Donc l'Italie, Espagne, les jeunes restent chez leurs parents jusqu'à assez longtemps, même chose pour les pays de l'Est. En Angleterre, précarité, petit boulot, on est dans les pays de l'ultralibéralisme. J'ai remarqué que ceux qui aiment l'Angleterre du point de vue économique, c'est ceux qui ont du pognon, étrangement. Là, il n'y a pas de problème, ceux qui sont ingénieurs là-bas, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les autres, les livreurs, les employés, les ouvriers, les serveurs en restauration, ils sont pas de cet avis, hein, parce que franchement, cravacher 40-50 heures par semaine pour juste loger dans une colocation, voilà, c'est compliqué, quoi. Les pays d'Asie, est-ce qu'on en parle? Ceux qui rêvent du Japon, la Corée... Vous êtes sûr vraiment que vous voulez vous taper ça? La pression sociale constante, le travail non-stop, l'absence de vacances, le burn-out, le suicide, l'isolation humaine, Moi j'ai des potes qui me font dire retour du Japon, c'est terrifiant, quoi. Alors oui, on drape ça d'un vernis un petit peu, ah mais vous savez, c'est une autre culture, Oui, y a pas de souci, j'entends bien. Mais ça reste terrifiant pour un occidental, quoi. Même chose pour la Chine, hein. Moi, je suis fasciné par le progrès économique chinois, mais d'un côté, j'aimerais pas spécialement y vivre, hein, parce que c'est une autre approche, une autre vision, et c'est très bien d'ailleurs, c'est même très très bien. Chacun doit avoir sa vision, sa façon de faire, mais pour un occidental, la vie en Chine, ça doit pas être dingue, hein, voilà. Donc voilà, j'ai conscience qu'en France c'est compliqué. Si t'as pas de piston en France, c'est chaud. Déjà moi par exemple, ne serait-ce que pour avoir un boulot de plongeur à mi-temps, c'était en 2013, j'avais besoin d'un piston. J'ai réussi à avoir ce boulot de serveur à mi-temps parce que ma meilleure pote y bossait. Donc elle a filé mon CV au dirlo, au taulier, il m'a fait rentrer, quoi. C'était un piston pour être serveur à mi-temps, vous imaginez. Et c'était il y a 15 ans, les gars. Donc voilà. C'est, quoi qu'il en soit, certes c'est compliqué, mais c'est le cas partout pareil. C'est partout comme ça. Ce le sera de plus en plus. En fait, on n'en est qu'au début, n'imaginez pas qu'il n'y a que la méritocratie La méritocratie, c'est partout, sauf en France. Non, on est tous dans le même bateau. Sachez-le. Donc c'est pour ça, si vous prévoyez de partir, en étant un simple prolo, attendez-vous à des difficultés. Oui, vous aurez un petit supplément, étant donné que vous êtes français, parce qu'il y a un petit prestige, etc., puis c'est même bien vu par les locaux, surtout par les femmes, mais vous attendez pas non plus, à des folies, hein. Certes, certains arriveront à tirer leur épingle du jeu, mais de mon expérience, j'ai remarqué que ça, c'était vraiment minoritaire. La plupart, ils rentrent dans le rang, ils font ce qu'on leur dit, et ils performent pas plus qu'en France. J'ai remarqué, notamment au niveau des femmes, mais ça, j'en reparlerai, ceux qui performaient en France, performeront à l'étranger. Ceux qui foirent en France, réussiront pas plus ailleurs. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Enfin, je l'ai vu, hein, de mes propres yeux. J'ai remarqué, bon, moi, je m'en sortais pas trop mal en France, je m'en sortais bien à l'étranger. Ceux que je connaissais qui n'y arrivaient pas en France, ils ont pas réussi là-bas, hein. Bref. Il faut qu'on parle également de la dépression, le taux de suicide, parce qu'on en parle souvent. Ouais, non mais la France, c'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs, etc. Parce que France, on est à 12 suicides, ce que je crois pour le robot, faire gaffe, 12 pour 100 000 habitants. Je parle de mettre fin à ces jours. 12 pour 100 000 habitants. 12. Aux États-Unis, c'est 14. Au Japon, c'est entre 12 et 13. Je suis étonné que ce soit pas plus. En Corée du Sud, 20 à 25. Record mondial.
le taux est de 20 à 25 pour 100 000. C'est énorme. En Suède, 10. Donc deux de moins que nous. Alors que pourtant, ils ont un modèle social qui est top, ils ont un train de vie, enfin, ils ont du pognon en Suède, quoi, ils sont bien. Pourtant, le taux, 10. Allemagne, 11, 12. Alors que pourtant, c'est un pays qui est censé être à la pointe, au top, etc. 11, 12, même chose qu'en France. Donc non, la France, c'est pas la championne du désespoir. Et si vous me lancez sur les données de pays du tiers-monde, etc., on n'a pas les mêmes données. Vous croyez sincèrement que, je sais pas moi, qu'au Mexique ou au Vietnam, ils ont, des rapports aussi performants que chez nous? Non. Dans une partie de ces pays, ils s'en foutent complètement. Je me souviens, c'était en Bulgarie, ça m'avait choqué. C'était ma copine qui me disait, je dis ouais, c'est marrant, je vois pas beaucoup d'handicapés dans les rues, je vois pas beaucoup de gens en fauteuil roulant. Elle me fait, ah bah c'est parce que, en gros, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour ça. Je dis, ah bon Elle me dit, ouais, parce qu'une fois, il y avait le Premier ministre qui avait dit, en fait, on lui avait posé la question, pourquoi il n'y a pas tant d'infrastructures pour les handicapés? Et en gros, c'est parce que le mec lui a répondu, bah parce qu'on n'en a pas assez, quoi. Voilà, c'est la vision, quoi. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'en Bulgarie, j'étais choqué, justement, bah, par le nombre de... Et ça, c'est surtout les gens âgés entre 40 et 70 ans, des gens qui étaient amputés, qui étaient pas... Enfin, il y en avait beaucoup, mais c'était surtout dans la province, et pas dans les centres-villes. Et donc, beaucoup de gens qui étaient blessés, qui allaient à l'hôpital sans arrêt. Et ça, je pense que c'est dû à l'effondrement du bloc soviétique, parce qu'il y a eu telle pénurie de tout, de médicaments, de soins, etc. Ça a dû causer vraiment... C'est pour ça, quand on parle d'effondrement économique, qu'on vivra actuellement, mais je rigole, quoi, je suis mort de rire, quoi. Parce qu'un vrai effondrement économique, les gars... Mais vous avez même pas idée de ce que c'est. Vous n'avez même pas idée. C'est comme ceux qui parlent du Covid, comme si c'était le Vietnam, en mode oh là là, on était confinés. Mais les gars, vous étiez payés. Je veux dire, vous étiez payés à rien foutre. Moi, pour certains, c'était pas drôle. Oui, je suis convaincu qu'il y a eu des abus, voilà, c'était pas fun pour tout le monde. Mais quand j'en entends certains, c'était les 7 chevaliers de l'Apocalypse, quoi. C'était les 12 plaies d'Égypte. Non mais arrêtez, vous étiez chez vous devant Netflix, à jouer à la PlayStation, à toucher 80% de votre salaire. Parfois, certains bossaient à côté. J'en connais même qui filoutaient, qui avaient 2 tafs en même temps. Ils se sont fait un max de fric. Enfin, c'est qu'on arrête, quoi, qu'on dose un petit peu. Donc la France n'est pas le pays du désespoir, mais on a un rapport plus franc à la douleur, parce que contrairement à d'autres pays, on en parle. Justement, on parle de tout ça, on met nos souffrances en avant, alors que d'autres pays, c'est non. Donc il faudrait se renseigner également sur le taux d'alcoolisme dans certains pays, justement, où le taux de suicide ne serait pas si élevé. Je pense qu'il doit y avoir un taux de mal-être qui est assez conséquent. Et voilà, il y a pas mal d'éléments à prendre en ligne de compte. On dit que les Français sont dépressifs, mais je crois juste qu'ils refusent de se mentir. Oui, il y a des dépressifs, mais enfin, il y a des gens qui sont malheureux, mais n'imaginez pas que c'est exclusif. C'est pareil dans d'autres pays, c'est pareil au Brésil, en Espagne, dans les pays... N'imaginez pas que nous sommes exclusifs à ce niveau-là. Chacun a ses raisons, et vous auriez tort de croire qu'on est les seuls au monde à ce niveau-là. Donc non, nous sommes loin d'être les seuls à avoir des dépressifs chez nous, et surtout, nous sommes vous m'avez compris, et surtout, en réalité, c'est pas vrai, nous n'avons pas le taux de dépressifs le plus élevé du monde, c'est des conneries. Et pour les antidépresseurs, parce que c'est les notes que j'ai prises, oui, on en consomme beaucoup, mais c'est aussi parce qu'on a un système médical qui est accessible. Vous pouvez avoir, là-dessus, c'est quand même bien géré, bien cadré, vous allez chez le Toubib, vous expliquez votre topo, vous avez une ordonnance, puis c'est comptabilisé, c'est retenu, c'est enregistré dans des fichiers. Par exemple, en Corée et au Japon, la dépression, elle est taboue, les gens se soignent pas. Et pourtant, il y a un taux qui est quand même assez élevé, je veux dire, en termes où les gens mettent fin à leur jour, mais c'est des sujets qui sont tabous, parce que c'est exposer ses faiblesses, c'est dire à quel point on n'est pas bien. Donc ça veut dire que si vous dites que vous n'êtes pas bien, comme c'est des sociétés très collectives, si vous êtes dans ce mood-là, bah, si vous n'êtes pas bien, ça nique un petit peu la collectivité, donc quelque part tu fais chier, t'as un poids, donc garde ça pour toi, nous saoule pas. Vous voyez, c'est notre approche. Dans d'autres pays, j'imagine que la Chine, ça doit être maquillé, même chose pour la Russie, je pense qu'ils doivent trafiquer un peu leurs chiffres, en mode non mais nos taux sont pas si élevés, je pense qu'il y a pas mal de bidouillage là-dedans, on serait pas étonné. Je pense qu'il faut un peu doser par rapport à ça. C'est citation qui est pas mal. La France, c'est un pays qui soigne sa peine. Un pays qui soigne sa peine est toujours plus vivant qu'un pays qui la cache. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc, je la refais. La France, c'est un pays qui soigne sa peine. Enfin non, un pays qui soigne sa peine est toujours plus vivant qu'un pays qui la cache. Franchement, c'est bien trouvé. Alors, qu'on fasse un petit tour du monde par rapport au travail, par rapport au... Voilà. États-Unis, ils vous font en général 2-3 boulots pour survivre. Le coût des études, c'est faramineux. J'ai vu des documentaires qui sont terrifiants sur des jeunes qui sont endettés
pour des boulots qui les faisaient rêver, donc des boulots d'artistes, des trucs comme ça, pour bosser dans la com. Résultat, ils se retrouvent avec des ardoises de 100 000 $ à payer. Ils se retrouvent finalement à bosser à KFC, à faire des ménages pour pouvoir rembourser leurs dettes. Ils sont constamment harcelés par les banques, harcelés par les écoles, etc. C'est des scammers de première, des gens qui devraient être en tôle normalement. C'est monstrueux quoi. Aux États-Unis, je vais pas dire que c'est la norme, mais c'est courant là-bas. Pareil, n'oubliez pas que votre vision du monde est très souvent influencée par les côtés positifs. Donc à savoir les séries télé, des trucs comme ça, qui mettent généralement en avant des gens qui ont du pognon. Quand on se penche sur la réalité, c'est beaucoup moins fun, beaucoup moins vendeur. J'ai un pote qui était batteur de rock aux États-Unis, il m'expliquait que, c'était en début 2010, il m'expliquait qu'en gros, les États-Unis, en réalité, c'est un pays pauvre. Parce que, hors les grandes villes, vous arrivez dans des coins, c'est isolé de tout, c'est pas fun, quoi. Alors, je dis pas que c'est partout pareil, mais il y a des coins, vraiment, vous avez l'impression que ça a pas bougé depuis les années 70, quoi. Et je suis pas étonné. Je ne parle même pas de la consommation de drogue, du nombre de SDF délirants qu'il y a dans les rues, chose qu'il n'y a pas dans les pays de l'Est, par exemple. Vu que dans les pays de l'Est, tout le monde est proprio. Certes, le coût de la vie, enfin, je veux dire, les salaires sont pas dingues, mais au moins, grâce au communisme, eh bien, tout le monde est propriétaire et chacun a son petit pied-à-terre. C'est pour ça que j'ai vu très peu de SDF en Europe de l'Est, très peu, quasiment pas en fait. Et ça, c'est en partie du fait que parce que les gens ont un logement. Ou hérité d'un petit appart, ou alors d'un petit studio, voilà. Donc, voilà. C'est États-Unis, mais les gars, mais la santé, ça coûte une blinde, c'est même chose, j'en parlais, je sais plus avec... ne serait-ce que l'assurance de votre bagnole, je crois que c'est 400 $ par semaine, c'est un truc comme ça, tout coûte une fortune. Tant que vous avez un boulot, ça va, mais quand vous perdez votre taf, et là-bas, votre taf, vous pouvez le perdre comme ça, c'est compliqué, quoi. Vous avez plus qu'à vendre votre baraque, vous mettre en faillite, et bon courage, quoi. Regardez les documentaires sur les pauvres aux États-Unis ou en Angleterre, je vous jure que vous allez vite relativiser. Hein. États-Unis, Angleterre, la santé publique, si vous n'avez pas d'argent, c'est mort. Je crois que c'était ma copine en Bulgarie qui me disait ça, et j'ai pu le constater par moi-même. Les dentitions les plus catastrophiques qu'on ait vues, c'était en Angleterre, enfin chez les Anglais, parce qu'ils n'ont pas la même couverture sociale que chez nous, ils n'ont pas les mêmes soins qu'ici, et là-bas, les dentistes coûtent une blinde. Donc, pareil, ça c'est un élément à prendre en ligne de compte. L'inflation, j'en parle même pas, les loyers sont délirants. La pauvreté, c'est une dinguerie. Même chose pour le Canada. Pareil, j'ai écouté pas mal de documentaires sur le Canada et c'est monstrueux depuis 5 ans. Genre des loyers à 3-4 000 balles dans Vancouver, dans Toronto, même pour des petits studios. Hein. On parle de... les gens, c'est où ils se logent, où ils crèvent. Enfin, c'est où ils se logent, où ils mangent. Donc, il y en a beaucoup qui dorment dans leur bagnole. C'est monstrueux. C'est franchement les pays anglo-saxons. Le rêve américain, le rêve canadien, n'oubliez pas que c'est un rêve. Hein. Donc, pareil, c'est vraiment à prendre en ligne de compte, toutes ces choses-là. L'Allemagne, oui, ils ont du boulot, c'est vrai, mais à condition de parler allemand et à condition d'être ultra discipliné. Vous arrivez là-bas en retard à votre taf 2 fois, vous êtes viré, hein, ça rigole pas. Donc, le système social, c'est quelque chose, la mentalité est très dure, c'est le travail avant tout. Je me demande si les Allemands, c'est un peu les Japonais de l'Europe, quoi. C'est le travail avant tout, et moi je suis un gars très collectif, mais il y a des limites quand même, quoi. Faut doser, quoi. Et en Allemagne, ils sont un peu trop, j'estime, voilà, c'est bon, Le Japon, c'est burn-out, isolement, avec vous savez, le phénomène des hikikomori, quoi, les gars qui sont célibataires, puis six, passer les 35 ans, et c'est marrant parce que là-bas, c'est un pays qui est très développé, et moi, ça me sidère, c'est que là-bas, c'est cyberpunk, donc vous allez dans les grandes villes, il y a des écrans partout, il y a des robots, tout ça, mais pourtant, ils continuent de bosser, quoi, alors que ils sont ultra avancés technologiquement, et les mecs, ils font 60 heures par semaine. Ça n'a aucun sens. Même nous, qui sommes moins avancés, on lève un peu le pied, quoi, par rapport au travail. Et là-bas, je comprends pas. Vraiment, c'est un peuple que je comprendrai jamais, quoi. Je le respecte, attention, mais je ne le comprendrai jamais par rapport à sa vision du travail. Donc, voilà, c'est rêve techno, mais des millions de gens qui sont seuls. Oui, effectivement, surtout les mecs, hein, c'est terrible. La Corée du Sud, compétition extrême. Dès le lycée, j'avais vu des documentaires là-dessus sur les compétitions. Je veux dire, les gamins qui n'arrêtent jamais, mais jamais. Genre, ils sont en études du matin au soir, ils se lèvent à 6 heures, ils vont au lycée, ils ont 2 heures de transport, ils révisent pendant les 2 heures, ils arrivent en cours, bim, révision directe, ils ont la pause du midi, c'est une demi-heure, juste après, bam, reprise des cours, ils doivent essayer de lutter pour ne pas dormir, pour pas s'effondrer, cours jusqu'à 17 heures, ensuite de 18 à 19 heures, t'as le tutorat ou j'en sais rien, donc encore des cours, après ils rentrent chez eux, une fois arrivés, après les 2 heures de transport, ils se posent dans une pièce de l'immeuble spécialement réservée à ça, où ils révisent, enfin une folie, et juste après, on voyait les gamins coréens qu'on pouvait plus, les parents justement qui avaient du pognon voulaient leur apporter un train de vie plus cool et les emmener en Suède justement, et le Suédois, enfin le directeur de l'école disait mais je comprends pas, je veux dire on bosse 3 fois moins qu'eux et on est 3 fois plus productif, quoi, parce que c'est franchement la Corée du Sud, je peux comprendre que ça fasse rêver, mais il y a aussi, je veux dire, des éléments à prendre en compte, et
Voilà, en façade, c'est la perfection, mais à l'intérieur, ici, ça doit être dingue. La Scandinavie, bah tiens, je parlais de la Suède. Scandinavie, parce que j'englobe tout. Égalité, oui, mais bon, froid, solitude, déconnexion humaine, parce que c'est des pays très froids, très protocolaires. Pareil, j'ai des retours de gens qui ont bossé, taux de dépression élevé, les gens ont du pognon, mais il y a un truc, c'est très... Voilà. Attention, je ne dis pas que c'est parfait ou que c'est l'enfer sur Terre, mais juste, j'essaye de faire relativiser certains. Donc le modèle nordique, c'est beaucoup de burn-out, l'isolement, c'est pas Jojo, quoi. La suite, c'est quoi? Parce que la vidéo commence à se faire longue. Voilà, tiens, les femmes. Je vais parler des femmes parce que c'est important. Il y a une citation que j'aime bien, c'est... attendez, je l'ai noté parce que c'est... les femmes, c'est en première ligne, toujours debout, c'est les dernières à partir, quoi. Parce que j'ai remarqué dans l'expatriation, les femmes sont pas tellement déterres pour partir, pour s'expatrier. Parce que quand bien même elles subissent l'insécurité, quand bien même c'est pas fun pour elles au quotidien, parce que je sais, ça va choquer certains ce que je veux dire, mais mettez-vous dans la peau d'une femme, en France, ou dans un pays de l'Ouest, mettez-vous dans leur peau et bah, vous saurez ce que c'est. Inscrivez-vous sur Tinder. Vous savez quoi les gars? Je vous invite, hein, ceux qui sont très... là, prenez une photo de meuf, n'importe laquelle, n'importe quoi, même une nana qui est pas spécialement jolie, quelques photos, mettez-vous sur Tinder, attendez, vous verrez. Lisez les messages que vous recevrez. Vous comprendrez 2 à 5% de ce que ressent une femme. C'est... je comprends tout à fait, je me mets dans la peau des gars qui souffrent, parce que moi-même j'ai été un pucix pendant longtemps, quasi incel, donc je sais ce que c'est. Je me suis rattrapé aux branches au dernier moment, mais comment dire, j'ai été sauvé par les femmes, j'ai envie de dire, mais je sais ce que c'est que d'être seul, que de ne pas avoir de copine, que d'être rejeté, humilié, rabaissé, je sais ce que c'est. C'est très dur quand vous êtes un gars, tout comme c'est très dur quand vous êtes une femme normale, etc., même sexy, parce que tout le monde s'intéresse qu'à votre physique, à votre cul, c'est compliqué, et parce que certains arrivent à s'en sortir, mais dans le même temps, vous dites, putain, le jour où je perds tout ça, c'est compliqué, et surtout avec l'âge, quoi, mais je sais ce que c'est que d'être un gars en galère en France, mais pour autant, il ne faut pas non plus mettre de côté la souffrance des nanas qui, bah, elles, sont dans un stress permanent, une insécurité permanente, un manque de confiance, parce que comprenez que les nanas sont en permanence en compétition avec les autres femmes. Elles sont très solidaires entre elles, oui, mais quand il doit y avoir des processus de séduction, des trucs comme ça, c'est un bordel, et ça prend en ligne de compte. Bref, moi, les femmes, c'est... comment dire, c'est aussi merveilleux que fascinant, et donc, les femmes, en fait, elles en prennent plein la gueule en termes de sécurité, mais elles sont aussi c'est les premières à se battre, à créer et à rester. Et j'admire les femmes pour ça. Et je me souviens que quand je m'étais expatrié, je m'étais engueulé avec une meuf avec qui j'étais en crush, et je me souviens de sa réaction, elle était vraiment en mode... elle m'allumait en termes d'argumentaire, et je tenais bon, mais elle avait raison, elle avait totalement raison. Elle me disait, mais t'es qu'un lâche, tu devrais rester pour moi, pour nous, tu devrais te battre, et elle avait totalement raison. Elle avait totalement raison, et moi je le voyais pas, je ne pensais qu'à ma gueule à ce moment-là, je pensais qu'à mon petit confort, qu'à ma petite sécurité. Or j'aurais pu démarrer un truc avec elle, j'aurais pu me mettre bien, j'aurais pu la protéger, la défendre, l'aider, l'épauler, et puis elle aurait pu en faire autant pour moi. Et je veux dire, c'est... Les femmes, c'est... Alors que pourtant c'était vraiment une nana qui était sexy, jolie, elle m'a montré les screens qu'elle recevait de mecs, etc. Je l'avais entendu une fois se faire harceler au téléphone par un mec qui la suivait, enfin c'était horrible. Pourtant... la nana, pourtant, elle avait une double nationalité, quoi, franco-américaine, donc pas n'importe qui, une meuf qui a des diplômes, etc., qui est issue d'une famille, voilà, une famille, qui avait de l'argent. Donc c'est pour ça que ça aurait jamais pu coller avec elle, de toute manière, mais elle avait totalement raison, et, on flirtait pas mal, et elle m'expliquait qu'en gros, malgré tout ce qu'elle subissait, elle restait. Et elle bossait dans des associations, elle s'occupait dans des trucs d'animaux, elle était dans des bails pour les enfants, enfin, elle faisait des trucs, elle se bougeait, elle était là, elle donnait de sa vie, elle donnait de son temps, et c'était merveilleux, c'était magnifique, je ne voyais pas cette beauté. Et beaucoup de femmes sont comme ça, beaucoup de nanas je vois dans les associations, et ça, qu'importe les générations, qu'importe les âges. Quand j'étais au Resto du Cœur, il y avait beaucoup de gars qui aidaient, oui, mais aussi beaucoup de femmes, beaucoup de petites boumeuses, qui étaient là pour me donner mon colis, pour me remettre 2-3 trucs à bouffer dans mon carton. C'était vraiment adorable, vraiment, ces gens-là... j'ai presque envie de pleurer quand j'y repense, parce qu'il y a tellement de beauté chez ces gens-là, tellement de gentillesse, tellement de bienveillance, tellement de... Et on les montre jamais. On les montre jamais, c'est un scandale. Ces gens-là, ces femmes, sont les héros de la vie quotidienne. Votre petite voisine que vous soupçonnez pas, elle fait... Voilà, elle est sûrement, à l'entrée de Carrefour tous les samedis pour une association pour les animaux, j'en sais rien. Vous n'avez pas idée à quel point les gens sont investis autour de vous, et en toute humilité, en toute discrétion, ils ne parlent pas, ils ne la ramènent pas, et pourtant, c'est vraiment, il faut vraiment prendre ça en ligne de compte,
prendre ça en compte, c'est toute cette générosité, enfin toute cette beauté, moi ça me sidère, ça me tue. Et donc, comme je dis, oui, les femmes sont les premières à se battre, à rester, à créer, donc monter de l'associatif, proposer des aides, enfin, dans le social, elles sont souvent présentes. Regardez par exemple dans les EHPAD, bah, les aides-soignantes, c'est pas un mythe, hein, c'est des femmes qui font ce boulot, qui aident les petits vieux, qui ont des horaires pas possibles. Quand on pense à infirmier, on pense avant tout à infirmière. Quand on pense à l'associatif, on imagine des femmes qui sont dedans, et c'est généralement le cas. C'est, comment dire, on a tellement à apprendre d'elles. Elles restent, malgré les risques, malgré l'insécurité qu'elles subissent en pleine gueule, malgré la réalité qu'elles connaissent, qu'elles voient très bien, beaucoup plus que vous l'imaginez, elles le voient beaucoup mieux que vous. Et on doit, rien que pour ça, on doit rester pour elle. J'estime que rien que pour ça, on doit se battre pour elle. Maintenant, voilà, c'est... Je sais très bien que la mentalité française, c'est particulier, je sais très bien que ça peut être assez agaçant, mais moi, je vais pas vous mentir, même des fois, quand je clash ma copine, je lui dis, mais putain, mais arrête de penser comme une Française, quoi. Mais genre, et ça la choque, quoi, parce que ça la, comment dire, je sais que je pique au vif quand je dis ça, parce que quand je dis penser comme une Française, c'est un peu le cliché de la Française actuelle qu'on a, donc capricieuse, emmerdante, etc. Mais en soi, comment dire, c'est assez galvaudé de ma part, sachant que, autour de moi, je vois que des nanas qui se démènent, qui font des trucs, qui se bougent, qui sont dans l'associatif, qui sont dans le médical, qui sont dans l'aide pour les animaux. C'est magnifique. Donc, voilà. Puis elles savent très bien que c'est mine de rien qu'elles ont acquis des droits, qu'elles n'auraient pas dans d'autres pays où ce serait beaucoup plus compliqué. Et c'est beau. Voilà. C'est elles qui ont le plus à craindre. C'est elles qui ont le plus à craindre. Et pourtant, elles continuent à croire en ce pays. Elles continuent à croire en ce peuple. Et elles croient encore au fait que ça vaut encore le coup. Et en fait, elles se posent même pas de questions. Elles sont dedans, elles sont dans l'action, elles sont dans le concret. Et rien que pour ça, on doit s'en servir comme modèle. Et enfin, je parle surtout aux gars qui veulent partir. Voilà, c'est penser à la force mentale qu'elles développent au quotidien pour tenir bon. Donc c'est pour ça, inspirez-vous un petit peu des nanas, quoi. Je sais que ça, c'est paradoxal. Autre chose aussi, maintenant, il faut faire deuil du passé. Il faut comprendre que nous sommes en partie les grands baisers de l'histoire, mais on n'est pas ceux qui se sont fait le plus baiser. Je préfère être aujourd'hui qu'en 1910 ou en 1940, les gars. Je vous rappelle que vos ancêtres, eux, ils avaient 18 ans, ils étaient sur le front. Ils étaient dans la Somme, ils étaient à Verdun, ou ils étaient sur la ligne Maginot, ils en prenaient plein la gueule. En 1900, ils bossaient dans les mines, c'était horrible. Donc oui, d'accord, on est la génération sacrifiée comme on dit, mais relativisons un petit peu, ça pourrait être bien pire. Vous pourriez être, par exemple, vous pourriez être ukrainien, être sur le front maintenant à crever pour un lopin de terre, pour un champ de patates, contre des mecs qui vous ressemblent, pour des mecs qui sont pourtant vos voisins. Voilà. Comprenez que oui, certes on prend cher, mais vos ancêtres, ils ont morflé bien plus, et certains de vos contemporains, tout de suite à l'heure actuelle, aimeraient être à votre place. Hein. Donc, faisons le deuil du passé, quand même, restons un petit peu, voilà, terre à terre par rapport à aujourd'hui. Donc, nos grands-parents, ils ont connu le CDI, la maison, la stabilité, la maison payée rapidement, hein, je parle, hein, et puis dans des taux vraiment avantageux, avec des salaires confortables. Pour nous, c'est mort. Voilà. C'est encore possible d'être propriétaire, attention, c'est encore possible. Vous avez votre meuf, un petit CDI, c'est encore gérable. Il y a encore des CDI, quoi. Mais ça va demander beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Pour autant, même si on a hérité du chaos social, loyer explosé, précarité, où il faut être surdiplômé pour faire des boulots vraiment complètement, des boulots random, même si on est sous-payé, mais il faut accepter. Il faut accepter la fin du confort, il faut arrêter de se débattre, parce qu'encore une fois, ça touche tout le monde. Oui, je sais que aux États-Unis, et je sais que ça dépend des individus qui me suivent, hein, je sais que pour certains, donc ceux qui sont ingénieurs, etc., qui sont au-dessus de la mêlée, qui ont bac+5, qui ont réussi à trouver le bon poste, etc., je sais que pour vous, le Canada, ça fait beaucoup plus rêver, d'autres, je sais, mais là, je parle à échelle globale. Pour la majorité des gens, prolo, classe moyenne, c'est pas le même bail, c'est pas la même chose. Et c'est partout pareil, c'est compliqué partout. Sécurité de l'emploi, perspective d'avenir, c'est le même bordel à tous les niveaux, partout. La différence qu'on a, nous, par rapport aux autres, c'est qu'on a un modèle social qui tient encore bon. Et ceux qui vont dire « Oui, mais ce modèle social coûte cher, etc. » Bon, bah, écoutez les gars, on en discutera quand vous serez au chômage, on en discutera quand vous aurez une galère, on en discutera quand ça touchera votre enfant, quand ça touchera votre famille. Là, curieusement, je pense qu'on vous entendra beaucoup moins. Et je rappelle que toutes ces aides sociales sont réinjectées dans l'État, de par les dépenses, etc. Quand vous êtes au RSA, vous redépensez du fric pour faire tourner l'économie, vous achetez des biens de consommation, vous épargnez rien du tout, donc vous n'êtes pas en mode... parce que beaucoup ont essayé de me défendre ça en mode « Non mais tu comprends pas de maths, l'économie, ça doit... » Mais c'est très généralement des libéraux, ou alors des bourges, ou des nantis qui me disent ça. Jamais des prolos. On voit qu'ils ne savent pas ce que c'est. Le marché de l'emploi est saturé.
Qu'est-ce que vous voulez faire? S'il est saturé, économiquement, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manque de main-d'œuvre. Donc, techniquement, l'économie fonctionne. Alors, vous n'allez pas nous saouler pour une question de RSA ou de chômage où c'est très loin de toucher la majorité des gens. Donc, qu'on arrête avec ça. Oui, on a hérité du chaos social, donc loyer explosé, précarité, surdiplôme, voilà. On le sait, mais il faut accepter ça. La fin du confort, je pense que c'est temporaire, c'est un creux. Il faut l'accepter comme des hommes et s'adapter, tout simplement, et agir en conséquence. Et agir intelligemment, attention. Parce qu'on a hérité d'une chose, nous, les gens de ma génération, la vôtre, etc. On a hérité du chaos, certes, mais on a hérité aussi d'une forte capacité d'adaptation. On s'adapte, on innove, on crée. Et me dites pas, oui, mais en France, innovation, on s'en fout. On s'en fout. On innove, on crée, on construit, on tente, on développe, on participe à tout ça. Soyez les Jules Verne de votre époque. Soyez les Jules Verne de votre monde. Parce que vraiment, Jules Verne, c'était un visionnaire, bah soyez des visionnaires. Voyez le monde de façon positive et arrêtez de penser comme des consommateurs. C'est que ça le problème. On nous a dressés pour être des consommateurs, satisfaits, non satisfaits. Il y a un moment, les gars, va falloir être acteur de votre propre vie et se dire, bon, je dis pas que c'est facile, attention, mais c'est beaucoup plus simple en réalité que d'être mieux. Enfin, c'est beaucoup plus simple que d'être en mode, ouais, j'ai foutu. Non. Et c'est beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus. Et attention, quand je dis faire des choses, attendez, je vous dis pas de monter une boîte comme SpaceX ou de devenir le nouveau Jeff Bezos. C'est pas ce que je vous dis. Mais simplement, faites de l'associatif, faites des choses, faites des formations, j'en sais rien. Faites des choses. Participez à l'effort collectif, mais ne restez pas dans votre coin, dans votre zone de confort. Créez des liens, créez du réseau, bougez-vous, tout simplement. Il y a toujours des choses à faire pour la collectivité. Donc, nos générations précédentes ont reconstruit la France, ils l'ont développée. Nous, maintenant, c'est à notre tour d'entretenir cet héritage. On doit la surdévelopper, innover, créer, penser le futur. On doit être dans ce mood-là, désormais, maintenant. C'est terminé le temps, où on consommait la vie comme un programme Netflix. Maintenant, il faut être acteur de sa vie, acteur de sa génération, de son temps, appelez ça comme vous voulez, mais il faut se bouger. Et se bouger intelligemment. Et quand je dis se bouger, ça veut pas dire tout de suite qu'il faut vous sauter de votre bureau ou de lâcher votre téléphone pour... Non, attendez les gars, relax, chill, détendez-vous. Prenez ça avec... Prenez du recul. Prenez toujours du recul en fait, qu'importe le sujet. C'est parce que vous aurez toujours le mur en face de vous. Prenez le temps de reculer un petit peu pour justement voir s'il n'y a pas moyen d'escalader le mur, le contourner, etc., creuser en dessous. Parce que sinon, vous allez taper dedans et jamais le traverser. Vous pouvez y aller à fond, vous pouvez peut-être le pulvériser à force, mais vous allez subir des dégâts. Donc, faut revenir à la responsabilité, individuelle comme collective, donc bosser, créer, donner, transmettre, répéter. Bosser, créer, donner, transmettre, répéter. Encore et encore et encore et encore. Arrêtez avec le ça me plaît pas, il faut sortir de cette optique, de cette vision, parce qu'on n'avance pas plus. Non, Est-ce que vous pensez franchement que les grands créateurs, les grands visionnaires de l'histoire de l'humanité, ils étaient en mode oui, ils faisaient les constats, mais ils se bougeaient derrière. Qu'est-ce que vous attendez? Et il n'y a pas besoin d'être une éminence intellectuelle pour ça. Je peux vous garantir que, moi je connais des mecs qui sont pas spécialement fut-fut, mais qui, du point de vue de la création, du point de vue du développement, mais ces mecs-là en ont fait 1000 fois plus que moi en 6 mois que moi en 10 ans, quoi. Donc, simplement, ne serait-ce que, j'en sais rien, mais ne serait-ce que entretenir, j'en sais rien, moi, le jardinage de votre municipalité, ou gérer l'administratif d'une boîte, ou j'en sais rien, c'est déjà énorme, quoi. C'est, d'une association, un truc comme ça. Le confort est mort, j'ai envie de dire, vive la responsabilité, retrouvons cette connexion à la vie. Reprendre sa vie en main, désormais, c'est devenu presque un acte révolutionnaire, mais une révolution interne, vous savez, et c'est ce qui nous permet justement de nous reconnecter à l'autre. Il y a toujours des choses à faire, hein, croyez-moi. Au début, je pensais qu'il n'y avait rien à faire, mais quand on sort, quand on se confronte au monde, quand on passe les portes, je sais pas, d'associations, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Et surtout, il y a du besoin, donc apportez votre petite pierre. En fait, il faut être acteur et consommateur, il faut être les deux. Il ne faut pas juste être consommateur ou acteur, il faut jongler entre les deux pour, d'un côté, occuper une place et laisser la place aux autres quand vous consommez. Donc, je pourrais parler brièvement, je l'ai noté, bon, je sais pas si je devrais, mais c'est l'esprit prolo. Ça va déranger certains, j'en suis désolé, mais voilà. L'esprit prolo, c'est force, solidarité et dignité, surtout. Les vrais héros, c'est pas les millionnaires expatriés. Désolé pour ceux qui idéalisent, ceux qui sont cassés à Dubaï ou tel ou tel bled pour nous expliquer la vie. Pour moi, les vrais héros, c'est ceux qui sont encore là, les héros de l'ombre. C'est les gars de chantier, les caissières, les profs, les aides-soignantes, les intérimaires, j'en sais rien, les agents de sécu, tous ces gens-là, les pompiers, tout le monde, tous ceux qui participent à l'effort collectif, c'est les vrais héros et c'est eux qui doivent être mis en avant.
Certes, ils ne font pas rêver, comme des acteurs ou des trucs comme ça, mais n'empêche on leur doit le respect, et on doit justement prendre conscience de cette réalité, et voilà, c'est... Je pensais par exemple au chauffeur de bus, là, je sais plus pourquoi j'en parlais. Ah oui, voilà, c'était parce que il y avait, je vais pas le citer pour pas le... Voilà, parce que j'ai trop honte de ce gars, un humoriste, influenceur sur YouTube, qui a défoncé un chauffeur de bus, en début d'année, ça a dû marquer certains d'entre vous. Il lui a causé 40 jours d'ITT. 40 jours, je sais pas si vous réalisez. Le mec, il est chauffeur de bus. Alors les chauffeurs de bus, déjà, ils se font attaquer sur le lieu de travail. Ils se font embrouiller, agresser, etc. Maintenant, ils se font péter la gueule sur leur temps de pause. Et donc, ce gars-là a pris, ce pauvre gars que je salue, après 40 jours d'ITT. Et je repensais à ce métier parce que moi, mon père était chauffeur de bus. Et on se rend pas compte, mais chauffeur de bus, en réalité, c'est un boulot extrêmement stressant. Parce que vous êtes un chauffeur poids lourd, mais en milieu urbain. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste sur une nationale à rouler tranquille avec votre radio. Non, non. Là, vous avez un poids lourd, donc sous votre responsabilité. Vous avez également la santé, la vie des gens qui sont à l'intérieur, c'est votre responsabilité. Et vous devez constamment être au taquet de ce qu'il y a autour de vous. Donc les gens qui traversent la rue, les véhicules, tout ça. Parce qu'un accident, c'est pour votre gueule. C'est terrible. Puis après, il y a le trauma, si jamais il y a un drame ou un truc dans le genre. Donc, quand vous êtes chauffeur de bus, vous vous rendez pas compte, mais c'est un boulot ultra stressant. Et ça, on n'en parle jamais. Voilà. Il y a des tas de boulots qui sont comme ça, qui sont ultra stressants, dont on ne parle jamais, et je trouve ça dramatique. Donc c'est des métiers qui devraient être davantage mis en avant, et surtout qui devraient être, comment dire, magnifiés en quelque sorte. Donc moi je suis pour l'idée de refaire du prolo un mot de noblesse, quoi. D'autant plus que justement les prolos vont comment dire, monter j'estime, en importance dans le futur, étant donné que comme l'IA, parce que là les métiers physiques sont désavoués, mais attendez que l'IA arrive, et que la plupart des gens qui bossent dans les bureaux se retrouvent au rencard. Bah tiens, petit pronostic, ça va, comment dire, des tas de boulots vont se retrouver au rencard dans les boulots administratifs, parce que bon, quand les robots, l'IA fera très bien le boulot des comptables, comment ça s'appelle, des centres d'appel, des trucs comme ça. D'ailleurs, tiens, en Europe de l'Est, par exemple, je sais qu'à une époque, les centres d'appel, ça recrutait beaucoup. Là, ça recrute de moins en moins. Déjà, ils ont trouvé de la main-d'œuvre moins chère, notamment dans des pays du tiers-monde. C'est-à-dire que payer des mecs 1000 balles pour faire des boulots de zinzin dans les pays de l'Est, c'était encore déjà de trop. Donc à savoir exploiter des Français, des Italiens, etc., des Espagnols pour 1000 balles, c'était déjà trop cher. Maintenant, ils délèguent ces boulots-là, certains des boulots en centre d'appel, au Maroc ou à Madagascar, où ils payent des gens 300 balles, quoi. Et bien même pour ça maintenant, pour eux, c'est encore trop cher. Donc ils vont passer à l'intelligence artificielle et comment ça s'appelle, à la technologie, pour remplacer les modérateurs, ces trucs-là. Donc l'idée même de se barrer à l'étranger pour espérer avoir un petit boulot de bureau, ça va être mort. Donc sachez-le, pareil, ça j'aurais dû le dire. Et ce qui va se passer, c'est que la France, ça va être pareil. Énormément de taf vont sauter, donc dans les bureaux, normalement, parce que ça coûtera beaucoup moins cher pour les entreprises. Réfléchissez, quoi. Une IA qui demande pas d'arrêt maladie, pas de congé mater, etc. Bon forcément, les mecs, banco. Et donc beaucoup de gens des bureaux vont se retrouver au chômage. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir de plus en plus de... tous ces gens-là vont devoir se reconvertir, et ils vont se reconvertir dans quoi? Dans les métiers physiques, les métiers manuels. Donc menuisier, boucher, manutentionnaire, etc. Enfin, maçon... Voilà. Le truc, c'est que même s'il n'y a que 10 à 15% des gens de bureau qui se reconvertissent dans des boulots physiques, eh bien, les boulots physiques qui étaient déjà saturés vont se retrouver encore oversaturés, quoi. Parce que, par exemple, je pense pas qu'on ait une pénurie de plombiers ou de serruriers. Parce que, comprenez que ces gens-là, généralement, bassent à leur compte, et ça arrange pas tellement les plombiers ou les serruriers de savoir qu'il y a des nouveaux sur le terrain, parce que ça leur gratte de la clientèle. Donc imaginez ce que ça va être. Il va y avoir encore plus de concurrence, donc ça va être encore plus compliqué pour les travailleurs. Mais en même temps, il faudra s'occuper physiquement, manuellement. Donc je pense que justement les boulots physiques, les boulots de prolo, entre guillemets, vont retrouver une certaine forme de... comment ça s'appelle, de légitimité dans le monde du travail, parce que, étant donné que la machine fera intégralement le boulot des hommes, il y aura toujours évidemment des ingénieurs, des informaticiens pour chaperonner tout ça, mais ils sont minoritaires. La plupart des gens seront, délégués à des boulots différents. Je pense qu'il y aura un salaire universel qui nous permettra de tenir le coup, et à côté de ça, on travaillera finalement pour le plaisir, pour passer du temps. Je serais même pas étonné que dans le futur, il y ait des centres de formation qui soient uniquement là, conçus pour nous faire passer le temps, même pas pour former un métier, mais pour qu'on garde cette maîtrise manuelle, et moi je suis convaincu qu'on arrivera dans un système comme ça. C'est mon avis, ça n'engage que moi, mais bon là, j'y crois. Et donc
Je pense que ouais, effectivement, bah, le mot prolo reprendra une certaine forme de lettre une certaine forme de noblesse. D'ailleurs, on le voit bien chez les bobos. Hein. Combien de bobos j'ai croisés qui mettent des bleus de travail alors qu'ils bossent dans la tech, qui portent des brodequins d'ouvriers alors qu'ils sont ingénieurs, qui portent des bérets alors que les mecs, ils ont jamais tenu un tournevis, quoi. Donc voilà, c'est mon avis. Et enfin, dernier point, il est temps maintenant, tous collectivement, qu'importe votre âge, qu'importe votre origine, il va falloir rendre la France cool, la re-rendre cool. On est un pays de vieux, c'est vrai, mais il peut redevenir un pays d'avenir. Car la France, ce n'est pas la terre de vos ancêtres. C'est la terre de vos enfants, de vos petits-enfants. Il va falloir avoir cette vision et arrêter de voir constamment dans le passé. Il faut l'avoir, bien évidemment, il faut avoir conscience de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé, machin, mais il faut aussi voir l'avenir. Et on ne peut pas entrevoir l'avenir, on ne peut pas avoir de perspectives d'avenir quand on a constamment les yeux rivés dans le rétroviseur. Il faut alterner un petit peu. Et là, j'estime que c'est le moment où il faut voir de l'avant. Donc il faut dépoussiérer le récit, il faut reprendre notre histoire, la moderniser, y injecter, on va dire, de la vie, de la chaleur, de l'humanité, car c'est dont on a besoin, donc dans le cinéma, dans la musique, dans tout, il faut tout remettre à neuf, en finir un petit peu avec le fétichisme des années 80, tout ça. Maintenant il est temps de se réinventer, de se recréer. Aujourd'hui c'est possible, on n'a plus besoin d'avoir, je veux dire, des producteurs zélés qui vous financent, après que vous ayez galéré, vous pouvez très bien, de chez vous, monter votre propre système, vos propres films, grâce à l'IA, grâce à tout ça. On change de monde, on change de système, et il est temps justement d'y apporter à chacun sa petite pierre à l'édifice. Donc voilà, j'estime que fuir la France c'est une erreur. Maintenant désormais, j'en suis revenu, on ne s'enfuit pas d'un pays, on le rallume, tout simplement. Il suffit de rallumer la lumière, rajouter quelques ampoules, et on redeviendra quelque part, je vais pas dire le centre du monde, c'est un peu arrogant, mais voilà, un pays qui pèse, un pays qui inspire, un pays qui fait rêver. On fait toujours un peu rêver, mais je veux qu'on fasse encore plus rêver. Et pour ça les gars, faut vous mettre au taf, tous. Conclusion, bon bah on est des... Là ce que j'ai envie de dire c'est que les gars, on est quoi? Bon, on n'est pas des victimes, on est des bâtisseurs, putain, c'est... on construit, on se bat, on crée. On ne part pas, on reste, on tient, on bâtit. Et on peut toujours partir, attention, ça veut pas dire on reste là, on y meurt. Non, non, je vais revoyager, je vais rebouger, je vais aller dans d'autres pays, j'ai mon petit tour de prévu dans ma tête. Quand j'aurai un peu d'argent, je vais y aller. Mais je reviendrai, et puis même si je dois partir, bah c'est pas grave, si je pars définitivement, bah tant pis, mais je pense que je resterai, mais quand bien même, c'est pas parce que vous restez que vous ne pouvez plus partir, vous pourrez toujours aller en voyage, si vous avez du pognon, vous achetez une résidence secondaire dans un autre pays, c'est possible, attention, ça veut pas dire on ferme les frontières, on reste là, non, non, ouvrez votre esprit, je veux dire, on a moyen de faire des tas de choses, en fait, on a moyen de faire trop de choses, et c'est le moment, c'est là, tout de suite. Peut-être pas pour vous, mais au moins pour vos proches, etc. Nous ne sommes pas seuls, les gars, dans l'équation. Donc bah c'est fini, voilà. J'ai fini, c'était une très longue vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous m'excuserez hein, c'était vraiment de l'impro tout le temps. A très bientôt pour une prochaine vidéo, hein, où ce sera plus axé cinéma, mais cette vidéo j'y tenais, je voulais la faire, je voulais en parler, parce que je sais que ça démange beaucoup de jeunes et de moins jeunes, et bah, j'espère que ça vous a plu, et je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.